Le business. Business of bouffe. Business of bouffe. C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe. Business of bouffe. Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici. On assume complètement le mot bouffe ici. Je suis très contente de dire bouffe. Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors, est-ce nécessaire de présenter mon co-animateur aujourd'hui ? Tout le monde le connaît dans le business de la bouffe. Il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération. Il officie depuis plus de 30 ans au Figaro, notamment au Figaroscope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors Emmanuel, aujourd'hui nous recevons une nouvelle fois un très grand chef français. Il est un peu à part dans le paysage gastronomique. Il tutoie les sommets avec sa 3e étoile depuis 1996. C'est surtout un chef ultra créatif, passionné d'art en tout genre. Il est obsédé par la création et l'idée de sans cesse se remettre en question. Cela fait de lui un audacieux hors du commun et un grand visionnaire. Nous sommes avec Alain Passard, le chef et propriétaire du restaurant L'Arpège à Paris. Bonjour Alain. Bonjour. Dans un premier temps, Alain, on va évidemment revenir sur ton parcours, de ta petite enfance en Bretagne aux grandes maisons où tu as fait tes armes. On cherchera à comprendre tes inspirations profondes et ce qui fait le chef singulier que tu es aujourd'hui. Dans un second chapitre, on s'intéressera à l'ouverture et au développement de ton propre restaurant L'Arpège où nous sommes aujourd'hui. Et dans un troisième temps, on évoquera évidemment ce grand virage dans les années 2000 où tu décides d'arrêter la viande et d'orienter ta cuisine vers le végétal. Quelle audace à cette époque et quelle vision incroyable. Cette partie s'annonce passionnante. Et enfin, dans un dernier chapitre, on s'intéressera à ta vision de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Tu avais 20 ans d'avance dans les années 2000. On se dit que tu as forcément des choses passionnantes et pertinentes à partager avec nous aujourd'hui. Bref, une nouvelle fois un programme riche et alléchant. On y va, Alain, Emmanuel ? Parti. Donc, ouvrons le premier chapitre et parlons de tes débuts. Mais avant cela, Alain, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots avec tes mots, sachant qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour revenir sur ton parcours. Alors, nous sommes à l'Arpège, 84 rue de Varennes. Moi, j'ai eu la chance de mettre le doigt sur un métier passion qui est la cuisine. Donc, je suis un cuisinier et je me régale parce que chaque jour est le premier jour. Il n'y a pas de lassitude. C'est toujours avec énormément d'enthousiasme que j'ai d'être avec mes équipes en cuisine, dans les jardins. Ouais, c'est une belle histoire. Et tu dis ça avec le sourire, donc on a hâte de découvrir tout ça. Et on a une question rituelle dans Business of Bouffe. Pourquoi la bouffe ? Pourquoi la cuisine ? Pourquoi la bouffe ? Pourquoi la cuisine ? Pourquoi la cuisine ? J'ai eu la chance de grandir dans une famille et dans une région assez gourmande. Ouais. Donc en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans un petit village qui s'appelle La Guerche de Bretagne, où il y avait plein de bons artisans. J'ai vécu au milieu de tout ça. Il y avait des très bons boulangers, des très bons pâtissiers, des très bons charcutiers, très bons bouchers, des très bons restaurants. Et donc, j'avais une grand-mère qui faisait très bien la cuisine. Ouais. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et à côté de ça, j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille un peu artistique parce que mon père était musicien. D'accord. Ma mère était passionnée de couture. Et j'avais un grand-père qui était rotinier, rotinier, ouais. C'est qui fait des meubles en rotin, c'est ça ? Ouais. Des meubles, des objets en rotin. Et il sculptait le bois. Donc, en fin de compte, j'ai vécu au milieu de tout ça, donc j'allais voir mon grand-père, il travaillait un morceau de bois, j'allais voir ma grand-mère, elle était en train de faire une terrine, mon père qui jouait du saxo, de la clarinette et de la batterie, ma mère qui avait dans la cuisine tous ces tissus, ces patrons, les craies et tout ça, et donc j'ai eu très tôt envie de me servir de mes mains. Voilà. Et donc comme j'étais gourmand, c'est la grand-mère qui a été choisie. Vous auriez pu être rotinier, musicien, mais vous faites de la musique, je crois. Oui, absolument. Ouais, j'ai appris un peu. Mon père m'a enseigné, mais je crois que la cuisine m'a séduit par la beauté du costume du cuisinier. D'accord. Et donc c'est très drôle parce que l'esthétisme, le visuel d'abord. Ouais, c'est parce que donc j'habitais dans ce petit village de la Guerche là, et avec mes parents, on habitait à côté d'un très grand pâtissier, très bon pâtissier.
Et donc je vivais au rythme un petit peu du fournil avec le bruit des batteurs, des pétrins, les parfums des brioches qui sortaient du four, tout ça. Et puis je voyais effectivement tous ces jeunes pâtissiers que je trouvais très élégants, très beaux, avec ce pantalon pied de poule, la veste blanche, le calot, le tour de cou, le tablier. Et puis mais c'est très drôle cette histoire parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Je vois le moment de la journée où c'était en fin de journée dans la rue. Et comme tous les jours, les pâtissiers, les jeunes pâtissiers sortent dehors pour... c'est la coupure, quoi. C'est la coupure. Et je vois cette scène. Il y avait une belle lumière dans la rue, c'était très beau. Et j'avais 13 ans. Ouais. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Donc là, t'as déjà la vocation qui naît à ce moment-là. Mais ça vient de l'uniforme. Et c'est ça. C'est-à-dire que si on imagine que vous viviez dans une ville de garnison, par exemple de légionnaire, on n'aurait pas ça, lieutenant-colonel de la Légion aujourd'hui. On a un général aujourd'hui, heureusement. Pour nous, c'est pas le cas, même si on respecte les généraux, évidemment. Ouais. Donc voilà un petit peu la bouffe, c'est ça. Ça vient de l'artisanat, du geste, du vêtement d'ailleurs, de l'esthétisme. Ouais. Et puis tu l'as dit, il y a cette grand-mère. Ouais, ma grand-mère. Qui joue un rôle clé. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle faisait et comment elle t'a transmis cette passion pour la bouffe au-delà de ce que tu viens de nous dire? Donc, elle n'avait pas de restaurant. Elle travaillait dans un restaurant et elle avait une façon de m'expliquer les choses. Elle avait une passion pour le feu. C'était un très grand rôtisseur. Et donc, elle m'a enseigné un petit peu la puissance de la flamme. Elle m'a appris à l'apprivoiser, à la dompter, à éviter la brûlure sur le gigot et tout ça, quoi. Et on parlait beaucoup. Bien sûr qu'on avait le jardin, donc où on allait quand même régulièrement. Et ça s'est fait tout naturellement. Bon, tous ces moments qu'on a passés ensemble m'ont invité quelque part. Mais vous posiez des questions parce que souvent, beaucoup de chefs, pas que des chefs, disent « je observais ma mère, ma grand-mère en train de cuisiner ». Mais est-ce que il y avait un échange? Est-ce que très tôt, ça allait au-delà de l'observation et justement, vous disiez « comment on fait ça, comment on fait ci ». Est-ce que vous mettiez la main à la pâte? Ah oui, moi je participais à tout ce qu'elle faisait, bien sûr. Et puis je l'interrogeais sur plein de choses. Et d'ailleurs, parfois, j'allais même un petit peu trop loin. Donc, dans la cour, va jouer. Elle te reprenait. dans mon imagination, mais oui, absolument. On avait un vrai dialogue. Et puis c'était surtout c'était un personnage qui avait énormément de convivialité. C'était une femme qui adorait recevoir. C'était une femme qui chantait dans sa cuisine et on échangeait à travers tout ça. C'était des moments de cuisine, mais aussi des moments de plaisir. J'allais au marché avec elle, donc elle m'a beaucoup appris sur le produit, sur la saisonnalité, bien sûr. Et quand on décidait d'aller voir son boucher, c'était un moment important. Elle avait l'œil. Bon, elle savait. Puis bon, les fournisseurs savaient. Ils savaient que quand fallait pas rigoler avec elle. Il fallait lui donner les meilleurs produits. Ouais. Elle aimait. Donc déjà le sens du produit. Toi, tu dirais que t'étais doué déjà. Est-ce que tu sentais que t'avais des prédispositions ou c'était juste une passion d'abord? Non, la cuisine pour moi, ça a été une véritable rencontre. Donc, et dans cette rencontre, il y a énormément de retenue. C'est-à-dire que je savais pas du tout où j'allais. Il y avait une chose que je savais, c'est que j'avais mis le doigt sur quelque chose qui allait me plaire. Maintenant, après, tu sais pas. Moi, j'ai eu après une grande chance dans ma vie. C'est vous qui demandiez à devenir cuisinier? Parce que parallèle, vous allez à l'école quand même. Ah oui. Et donc, à un moment donné, vous dites quoi à vos parents? Vous leur dites que fini l'école? Non, j'ai dit à mes parents à l'époque, l'école était obligatoire, je crois, jusqu'à 16 ans, et donc j'avais réussi à avoir une dérogation pour pouvoir quitter l'école plus tôt, tellement j'avais cette envie de rentrer d'abord dans une entreprise, et puis de pratiquer, quoi. J'avais envie de me servir de mes mains. J'avais envie de créer, de faire quelque chose, et donc ça s'est fait tout naturellement. Alors après, c'était plus compliqué parce que mes parents n'étant pas du métier, il fallait trouver un maître d'apprentissage. Donc là, on a compris que tu voulais en faire ton métier, mais est-ce que tu avais une vision de vraiment d'être chef et d'être un grand chef, ou ça s'est vraiment venu plus tard? L'ambition, non. Ce que je savais, c'est que j'étais un travailleur. Ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez nos invités, des très 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 jeunes.
Enfin, sauf si t'as une question, Emmanuel. Non. Oh, voilà. allons-y, je crois qu'on Donc, passe à en l'apprentissage, là. avant, voilà, ce que j'allais dire. Quelle est ta formation, l'apprentissage, comment ça se déroule, les premières grandes étapes? À 14 ans, je crois. Donc mes parents très embêtés, cuisiniers, mais on passe par on Ils savaient pas, ils n'avaient pas les codes à ce moment-là. on connaît pas les chefs, on connaît personne, donc on prend donc mes parents prennent les petites annonces du journal local Ouest France, et dans les petites annonces, il y a une annonce qui est hôtellerie du Lion d'Or à Liffré cherche apprenti cuisinier. Tu vas pas au lycée hôtelier, en fait, directement Non. en apprentissage. Ah, direct. À la dure. Ah oui, tout à fait. Ouais, Tu vas donc, te confronter à la réalité, ouais. et donc, on voit cette annonce. Mes parents me disent, bon, bah, écoute, on va appeler, on va prendre rendez-vous, on va voir un petit peu. On connaît pas cette hôtellerie, donc. C'est loin de chez toi, Liffré, c'est où par rapport à... C'est 50 km Ouais, de la Guerche. Et donc, on prend rendez-vous pour aller voir le chef et son épouse. Et donc, on arrive dans cette très très belle hôtellerie, dans ce petit village de Liffré là, et on nous reçoit très bien sûr. Donc voilà, notre fils veut être cuisinier, donc on a vu votre annonce, donc et puis ça c'est et donc je ne savais pas que j'étais chez le plus grand chef de Bretagne et un des meilleurs chefs de France. Michel Kérévert, c'est Voilà. ça. Il y a une petite, Étoilé. il y a une petite anecdote, je sais pas si c'est vrai, il paraîtrait que votre maman, avant de franchir les portes de l'auberge, serait allée dans les cafés du village pour demander quelle était la réputation de ce Michel Kérévert. Pour savoir avant si oui ou non il avait belle réputation, c'est vrai? Elle veut vérifier ou elle va mettre son C'est vrai. piston. Mes parents étaient allés boire un café dans le petit café du village pour savoir un peu où. Elle menait son enquête. Ouais. Et apparemment, il avait bonne réputation, ce Michel Kérévert. Oui, c'était. Moi, nous, on savait pas qu'il y avait un guide qui s'appelait Michelin qui donnait des étoiles et tout ça. On C'est là où tu rentres et tu mets le doigt dedans et bon. Et donc après, j'ai compris quoi. Et donc je suis resté avec lui. Combien de temps? Comment ça se passe cet apprentissage? Il y a eu 2 étapes. Il y a eu donc mon apprentissage pendant 3 ans. D'accord. 3 ans. Et après, on s'est retrouvé à Enghien-les-Bains, au casino, au Duc d'Enghien, où Michel Kérévert était conseiller technique, et donc il m'avait pris comme chef. Je ne savais pas que tu l'avais recroisé plus tard, à l'époque. C'était un chef, Alain Sandorin, chef important, Michel Kérévert, une des vraies figures des années 80, un peu des fils de la nouvelle cuisine, mais un très classique de formation. Effectivement, je crois 2 étoiles à Liffré, et il reprend ce qu'on a appelé le Duc d'Enghien. C'est sur le lac d'Enghien, ce casino. C'est une adresse qui va avoir une très très belle cote dans les années 80, et je pense, dans mes souvenirs sur moi, qu'il va quitter ensuite pour diriger les cuisines du Jules Verne sur la Tour Eiffel. Donc c'est un beau parcours, mais je suis à peu près sûr qu'il va tenir un temps les cuisines du Jules Verne. Tu connais mieux le sujet que moi, c'est pour ça que tu es là. Peut-être, j'ai pas suivi cet épisode. Vous étiez déjà parti, vous. Ouais. Mais en tout cas, le Duc d'Enghien, c'est 2 étoiles très vite. Ouais, très, on a très 2 belle, étoiles très vite. très belle adresse. On se connaissait très bien, quoi. Il m'a totalement formé. Donc, quand on lui a proposé de prendre les cuisines du casino d'Enghien, donc il m'a appelé tout de suite. Et puis, il y avait une harmonie entre nous qui... Quand vous rentrez en apprentissage, on est à quelle époque? Fin des années 70, début des années 80? On est un peu plus tôt. On est en juillet, on est le 13 juillet 1971. D'accord, ah oui, ça c'est le début de ton apprentissage. Alors c'est quoi un apprentissage en juillet 71? On parle à peine encore de nouvelle cuisine chez Michel Kérévert. Ah ouais, on commence un petit peu. Déjà, ouais, on commence à faire une cuisine un petit peu, je dirais, sauce allégée, des cuissons plus courtes, des harmonies un petit peu insolites. Et puis, Michel Kérévert, grand rôtisseur, grand saucier. Donc, on apprenait à travailler, quoi. Donc la rôtisserie, ça t'accompagne. Ça vient de ta grand-mère. Ouais. Michel enfonce le clou, puis après, on va voir, ça va continuer jusqu'à ce fameux virage dans les années 2000. Ouais. Mais ça vient aussi de là. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cet apprentissage de ces 3 premières années? Beaucoup de choses. C'était une école très très intéressante, énormément de rigueur, la beauté du geste, les assaisonnements, les produits. Ouais. L'achat des produits, toujours. Il y a un vrai engagement sur le sourcing, déjà. Ouais. Il était vraiment très rigoureux là-dessus.
Puis l'esprit de la maison, qui était une maison quand même un peu familiale. Moi, je me suis beaucoup plu pendant ces 3 années, m'ont beaucoup plu. C'est ma base de tous les jours. De formation, encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui, c'est ça. J'y pense quoi. C'est là que t'apprends les classiques. Ah bah ouais. Non, c'est quand vous avez la chance de commencer une carrière avec un maître comme lui, c'est fabuleux. Ces rencontres, ça joue beaucoup. Le parcours d'une vie, ça dépend de ces rencontres. Non, mais on va voir aussi comment la flamme chez vous est importante et la cuisson, notamment quand on abordera le chapitre des légumes. Mais souvent, quand on interviewe comme ça un chef, il va nous parler comment il a appris une recette, comment il a même appris une sauce. Mais comment on apprend la cuisson, la flamme? Comment on apprend à la doser? C'est beaucoup plus compliqué. Parce que nous, on a du mal à l'appréhender. Alors que quand on nous dit, finalement, j'ai appris à faire une chantilly, il y a une technique, il y a un geste, il y a même un peu plus. Mais la flamme. Le feu, c'est une école qui est effectivement, je dirais que on l'a quoi. On l'a en nous. Moi, quand je cuis quelque chose, quand je mets quelque chose au four, je dirais presque que je rentre dans le produit quoi. Parce que je l'ai visualisé, j'ai vu sa forme, son épaisseur, sa grosseur. Donc j'imagine déjà un petit peu la puissance du feu rentrer à l'intérieur. Bon, faut déjà c'est un peu comme un couteau ou un vélo quoi. Il faut bien connaître son four. Faut maîtriser la flamme. C'est donc donc la température, bien jouer avec, pas hésiter à prendre la température du four avec la main, passer la main dans le four pour ressentir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Donc le fait d'avoir le coup de feu sur la main comme ça donne énormément d'informations. Après, quand tu vas mettre ta volaille au four, tu vois, c'est assez. Mais ça, c'est de l'expérience, donc c'est assez impressionnant à ce moment-là déjà, qui se construit. Beaucoup de chefs, mais si aujourd'hui, il y a une espèce de seringue à température. Moi, j'ai vu beaucoup de chefs me raconter la cuisson d'un simple entrecôte avec leurs doigts. Ils mettent leurs doigts rapidement sur la viande et ils savent si elle est à point, saignante, juste à l'appréhension, comme vous dites, de la chaleur. Ouais. Et ça, j'imagine qu'il a fallu peut-être beaucoup se brûler pour en arriver à avoir cette sensation et cette sensibilité. T'as la main qui devient une sorte de résistance, quoi. Tu vois, c'est ta sonde. C'est ça. C'est comme quand tu travailles dans la cheminée, si tu veux que tu passes ta main au-dessus de la braise et tu vas avoir tout de suite, ça va te donner une information si tu peux y aller ou tu attends un petit peu, tu vois, pour éviter la brûlure sur le produit, quoi. La suite de ton apprentissage, alors après, ça se passe où? 1976, tu commences à travailler à la Chaumière à Reims, c'est ça? Alors, 76, donc oui, je vais chez les Boyer, parce que c'était le père et le fils, Gaston et Gérard. Et là, une fois de plus, je découvre encore une maison très familiale, où les deux sont là en permanence. Tu vois, ça aussi, c'était important. Ça te marque. Donc ça explique aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, comme chez Kérévert, si tu veux, on avait un véritable échange avec eux. Et puis, c'était 2 écoles, donc le Gaston, le papa, et Gérard, le fils. Donc il y avait deux cuisines qui étaient assez intéressantes. Avec le père, on apprenait à faire une terrine, et avec le fils, on apprenait à faire un feuilleté d'escargot. Tu vois, et puis j'ai beaucoup aimé parce qu'une maison du cœur. Où on était vraiment accueillis. C'est quand même Gérard qui est venu me chercher sur le quai de la gare à Reims quand je suis arrivé de ma Bretagne, quoi. Tu vois, c'est touchant et t'oublies pas. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends de cette expérience plus que de la précédente, ou en quoi elle est complémentaire, sans jugement de l'une qui est mieux que l'autre? Bien sûr, non, c'est complémentaire. On est également dans une cuisine qui est en pleine évolution. Donc là, tu vois, on grimpe un petit peu. 76, 77. Donc c'est une cuisine qui a énormément je dirais, qui est très organisée. C'est très précis. Tout est assez millimétré. Je me souviens donc de ce petit feuilleté d'escargot, d'une salade d'artichauts, céleri, dés de foie gras et dés de langouste, des langoustines poêlées au noyer Prat. Tu vois, on est dans une cuisine qui c'est pas l'opposé de ce que faisait Kérévert, mais c'est une autre approche. C'est autre chose. C'est autre chose, Et ça complète ton catalogue de méthodes et d'expériences. Et en 78, tu travailles ensuite à l'Archestrat, donc un restaurant 3 étoiles au guide Michelin à l'époque sous les ordres d'un certain Alain Sanderens, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler d'Alain?
Sanderens. Bah oui, donc là, Personnage qui a compté dans ta carrière. Ouais. Donc là, effectivement, c'est une autre aventure. Alors là, C'est Paris déjà. Oui. Qu'est-ce que ça fait t'arrives un à la jeune capitale. provincial qui est même un jeune de la campagne, parce que la guerre, c'est plutôt la campagne, puis après Reims, Anguien, d'accord, mais c'est les lointains environs de Paris. Quand on débarque comme ça à Paris, au cœur de Paris, j'allais presque dire au cœur du pouvoir, on est dans le 7e arrondissement, les assemblées nationales est toute près. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur, hein. Ça fait peur parce que faut se loger, toi, ta voiture, tu sais pas où la mettre, enfin, c'est plus... Vraie rupture, hein. Ouais, c'est plus la petite ville de Reims, tu vois, où j'habitais dans un endroit tranquille et tout. Là, ça bouge. Et puis surtout ici, quoi. Bon, parce que c'était ici, hein. C'est le détail qui est pas un détail d'ailleurs. Ça, je voulais préciser à nos auditeurs que l'Archestrade, c'est là où on est aujourd'hui, car que tu as repris sans spoiler la suite et qui est devenu l'Arpège. Exactement. Et donc c'est arrivé à Paris. Ouais. Ouais. Et là, j'arrive dans ce tout petit restaurant parce que c'est toujours petit, hein, et la cuisine était toute petite et tout, et puis je découvre une cuisine là vraiment d'une grande créativité. 3 étoiles hein, déjà à l'époque. Non. Ah non, pas encore. Il va l'avoir. Ouais, mais il l'a pas encore. Non, non. Et puis voilà, des harmonies un peu insolites. Le chef nous demande de faire plein d'essais, on n'arrête pas. Il y a un cahier de cuisine qui est complètement fou, quoi. Parle-nous d'Alain Sanderens. Quel chef il était? Enfin, malheureusement, il est plus de ce monde. Et en quoi il t'a marqué? Moi, il m'a marqué parce qu'il adorait une chose, c'est nous déstabiliser sans arrêt. Il fallait toujours que on l'étonne parce que tout le monde avait le droit à la parole. Hein, donc on pouvait créer un plat et puis lui dire chef, j'aimerais bien que vous faire goûter ça. Donc et ça c'est pour moi c'était nouveau. Il libère l'élan créatif, lui. Bah oui, tout à fait. Donc il aimait cette notion de nous inviter comme ça à chercher. Ouais. Et je me souviens d'une recette. C'était un dessert d'ailleurs que j'avais fait. C'était une tarte aux figues à la cannelle. Mm-hmm. Et donc il avait beaucoup aimé et donc il l'avait mise à la carte. Ben oui. Ouais. Ah ouais. Il l'avait mise à la carte. Ouais, c'est. Et puis bon, enfin, on avait une très bonne relation. Hein. Moi, je me suis entendu avec lui, mais vraiment d'une manière, c'était comme un grand frère, quoi. C'est lui qui t'a choisi ou c'est toi qui l'as choisi au début? Comment ça s'est passé? Non, je lui ai écrit. D'accord. Je lui ai écrit parce que c'était la période où on parlait beaucoup de lui sur Paris. Ouais. Donc moi, j'étais à Reims chez Boyer. Ouais. Hein, donc j'avais demandé à Gérard Boyer, j'avais dit, comme ils se connaissent tous, il dit j'aimerais bien aller chez Sanderens après. Ouais. Et donc ils s'étaient appelés tous les deux. Puis voilà, ça avait marché, quoi. Et qu'est-ce qui t'attirait justement dans sa cuisine à ce moment-là? Justement toute cette créativité. Ouais, c'est ça, c'est déjà la créativité qui répond avec son côté artistique ultra créatif qu'on va découvrir, qu'on est déjà en train de découvrir. Tu sens que c'est le bon chef pour te continuer à te faire grandir. Oui, absolument. Ouais. Et puis j'aime sa façon de nous parler, j'aime sa façon de nous faire faire la cuisine, c'est quand je sais pas, je me rappelle sa petite salade de homard avec un petit salpicon de canard et une chiffonnade de mangue. Bon, tu vois, c'est une trilogie qui est un peu et avec sa femme aussi, son épouse Evancia Sanderens, qui était quelqu'un qui, comme souvent les épouses de chefs à l'époque, étaient souvent dans l'ombre, mais elles avaient plus que leur place dans les cuisines et dans les restaurants. Ah ouais, tout passait par elle. Hein, elle était en salle, c'est ça? Elle était sommelière et oui, elle était un peu partout, mais souvent aujourd'hui, l'époque aime à dire que les femmes ont été invisibilisées dans les cuisines. Je dis, c'est mal connaître ce qu'était la restauration historique dans les années 60-70. Il y avait toujours derrière un grand chef une femme, et beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que vous ne vouliez bien le croire. C'est même assez insultant de dire qu'elles ont été invisibilisées. Et pas si derrière que ça, finalement. Et rarement derrière, en vérité. En tout cas, pas dans le cas d'Evancia. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient signé. Et leur couple était intéressant parce qu'ils avaient signé un livre dans une collection qui était une collection assez célèbre, qui est toujours célèbre. Je crois que c'était chez Robert Laffont. On demandait aux grands chefs de l'époque de faire leurs recettes. Et Alain Sanderens avait demandé à signer avec sa femme. Ouais. C'est Alain et Evancia Sanderens qui signent le livre. Ils avaient une approche souvent très différente de ce qui se faisait à l'époque. On était même dans un au-delà de nouvelle cuisine. C'était vraiment une libération de l'audace. Ouais. Non, c'est. Et il avait surtout une grande qualité, c'est qu'il nous faisait confiance. Et ça, de la liberté. Et ça, c'est important pour la créativité.
c'est important, tu sais, quand moi, je sais pas, à l'époque, j'avais un peu 20 ans, un peu plus, donc ça donne envie de faire la cuisine, ça donne envie d'arriver le matin, ça donne, ça, tu vois, il y a plus d'interdit, quoi. Ouais. On travaille en liberté. Ouais. Il nous permettait de travailler en liberté. La liberté, la créativité, ça c'est vraiment Ouais. des choses importantes. Ouais. Ensuite, t'as commencé à en parler au duc d'Enghien, c'est ça? Ouais, Comment ça se passe? Tu peux nous raconter la Duc d'Enghien, l'évolution. donc Michel Kérévert avait été approché par le propriétaire du casino d'Enghien, D'accord. Pierre Ducis, pour faire un restaurant gastronomique dans le casino. Donc c'est avec le chef Michel Kérévert. Moi je pensais que j'ai confondu, c'est pas du tout avec Alain Sanders. Là, il a aucun lien avec le duc Non, d'Enghien. Kérévert, il avait toujours son Ouais. auberge à Liffré, 2 étoiles, Et mais il faisait du conseil Ouais, avant comme- l'heure. comme Ouais, ça se tout à fait fait. beaucoup Enfin, un aujourd'hui, conseil où il d'accord. était très présent, hein, parce que pour y être allé à l'époque, de temps en temps, je peux vous dire qu'on le voyait. C'est pas Ouais. le conseil, je signe la carte et je me barre. Et donc toi tu deviens le chef exécutif, enfin, c'est-à-dire que voilà, comme Oui. on dit aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. C'est Ouais. lui qui signe le contrat et il te met dans le restaurant pour Là, aller c'est exécuter sa cuisine. Parce qu'il te Exactement. Et donc au départ, donc c'est une aventure qui a duré 4 ans. Et Donc c'est de 80 à 84. 84, ouais. Et donc la première année, donc c'était que des recettes de Michel. Et puis la deuxième année, donc il m'a dit tiens, vas-y, tu vas commencer un peu à faire ta cuisine quand même. Bon, allez, fais-moi goûter 2 ou 3 plats, comme ça on mettra sur la carte recette. D'Alain Passard. Voilà. C'est la première fois que tu es chef Ouais. en première ligne. Oui, absolument. Ouais. Et donc c'est une école pareil formidable, quoi, parce que bon, moi j'étais ravi d'avoir quelques plats comme ça sur le menu. Ouais. Donc Ouais. et puis bon, comme c'est moi qui étais en cuisine, donc les clients aimaient bien prendre mes plats. Ouais. Puis ça se passe bien parce qu'il y a la reconnaissance du je crois guide que rouge assez vite. 2 étoiles, hein. 2 étoiles. Ouais, ça. ouais, Je crois on que a une tu étoile. deviens- On a une étoile en 82 et en 83. Ouais, très deux rapidement. étoiles. Ouais. Ce qui Ouais. fait de toi, je crois, le plus jeune 2 étoiles Ouais, de ouais, l'histoire, ouais. je crois. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc là, on sent aussi, oui. on sent le talent et le potentiel dès cette époque-là. Qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs, toi, d'avoir des étoiles à ce moment-là? Est-ce que tu es déjà, comme beaucoup de chefs, et toujours aujourd'hui, dans cette quête et cette obsession du Michelin ou pas du tout? Ça reste quand même quelque chose de formidable. Hein. Je crois qu'il y a pas tous les chefs ont envie d'avoir une étoile, quoi. Hein, et Ouais. donc, Il y en a qui les rendent. Hein, Alain, c'était son Ouais, cas. Alain mais- Sandrins, mais ouais. Mais, voilà. mais un autre moment. Il l'a rendu, bon, Ouais. non. ouais, Non, mais mais C'est ça, normal. évidemment. Je pense que quand tu cherches comme ça le sens et l'excellence, il faut qu'on te récompense un peu pour ça. Faut que ça réponde à l'écho. Donc, une des vertus de Michelin, tout de même, quand même, c'est de pouvoir offrir un écho à cette quête. Oui. Quand tu cherches le meilleur, t'aimerais bien qu'on te le dise. Oui, tu es sur la bonne voie. C'est important. C'est pas simplement une bricole. C'est le signe. Tu as la reconnaissance de tes pairs, et de ta profession. ouais. Ça prouve que tu es dans la bonne direction et qu'au contraire, ça t'encourage à continuer ce style et à créer. Ouais, non. Puis c'est ça, le Michelin, c'est un booster. Ouais. Hein, c'est moi, ça m'a mes étoiles m'ont permis d'aller plus loin dans ma création, d'aller plus loin dans le travail. C'est formidable. Hein. Ça reste nécessaire, c'est bien de le rappeler. Les étapes après, avant d'arriver à l'Arpège, 84, tu pars à Bruxelles, c'est ça? Ouais. Tu peux nous raconter? Emmanuel ne le savait pas. Ouais. Je Bruxelles, vais faire deux petites années à Bruxelles. International. Ouais, pas très loin, mais- c'est un restaurant qui s'appelait le Carlton, qui appartenait à un monsieur formidable, Jean Mélian, qui était venu me voir à Enghien, qui était venu un jour goûter ma cuisine et puis il avait vraiment beaucoup aimé. Et donc, il m'avait proposé d'aller ouvrir ce Carlton. Et donc, j'ai passé 2 belles années là-bas, où là, j'étais en revanche, j'étais vraiment je faisais vraiment ma cuisine, quoi. Là, t'es chef et il y a plus de chef consultant. Non. T'as, Ouais. pour le coup, vraiment la liberté de faire ce que tu veux. Et ça se passe bien aussi, parce que je crois que c'est un établissement qui est assez rapidement étoilé, 2 étoiles aussi. Oui, Michelin. ouais. Est-ce qu'il y a déjà un style Alain Passard à ce moment-là? Oh, je sais pas si, je crois que, Forcément. moi, je pense que on devient vraiment cuisinier avec le temps, quoi. Bon, ça dépend. Ouais, oui,
Je t'ai entendu dire dans une interview qu'on devenait vraiment cuisinier à 40 ans, voire même peut-être 50 ans, mais quand même, ça commence. Bah, Là, ouais, moi, c'est. Là t'es jeune encore, hein. T'as quel âge? T'as 25, 26 ans, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. donc tu vois, non. C'est loin des 40 ans, mais déjà. C'est quand même des années où tu te cherches encore. Moi, je pense que je me suis encore pas débarrassé de ce que Alain Sandrin m'a appris, de ce que Gérard Boyer m'a appris et Michel Kérévert. Ça reste toujours. Après, tu trouves ton style. Je sais pas, moi, aujourd'hui, je suis tellement en accord avec la nature que bon... À ce moment-là, c'est déjà le cas ou pas encore? Le lien, la nature au produit, ça vient vraiment après? Pas encore, c'est après, ouais. Mais en revanche, même si on n'a pas vraiment son style, quand pour la première fois comme ça, on est le chef, c'est vraiment nous qui signons la carte, est-ce qu'on n'est pas un peu fébrile de se dire... Bon, maintenant, c'est à moi de l'écrire, entrée, plat, dessert, sans peut-être imprégner, imprimer mon style. Faut bien que je la sorte et il va bien falloir que je raconte quelque chose. On doit quand même avoir un peu les chocottes. Parce qu'on a attendu, hein. Malgré tout, vous aviez déjà, les seconds, on les connaît, surtout la critique les connaît. Ouais. Ils se disent, ça, c'est son adresse. Ils vont, du coup, tête de l'œil, quand même. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est, en même temps, la première carte. Mais en même temps, il y a un tel enthousiasme. On est tellement heureux, quoi, de dire, voilà, ça y est, c'est mes plats, c'est ma cuisine. Il y a un style, il y en a pas, on sait pas, mais en tous les cas, on y va, quoi. Ouais, ça a l'air de plaire. Moi, ce que je retiens, c'est, il y a un moment, faut mettre les mains dans la casserole, puis y aller, quoi. Et ça plaît, le restaurant. Il y a la reconnaissance du Michelin, mais même avant ça, il y a la reconnaissance des convives. Les restaurants sont pleins. Oui. A priori, j'étais pas là. Ouais, mais bon, quand vous avez une école comme la mienne, ça porte, hein, quand même. Bon, j'ai quand même appris avec des grands. C'est pour ça qu'on a pris le temps de revenir dessus. T'as des bases très très solides, quoi. Ouais. Maintenant, on va parler de l'ouverture et du développement de ton restaurant L'Arpège. C'est la première fois que tu es chez toi et ça change tout. Donc raconte-nous ce qui se passe en 1986 quand tu décides de racheter l'Archestrate, donc à ton mentor Alain Sandrin. Comment ça se déroule, ça? Bah c'est complètement improbable, quoi. J'adore quand ça commence comme ça. Vas-y. Ouais, c'est quand tu aujourd'hui encore on se pose des questions. Tu réalises toujours pas? Bah non, parce que si tu veux, quand j'ai été ici, donc en 77, 78, 79, avec le chef Sandrin, tu m'aurais dit un jour, tu reviendras. Ça sera ma maison. Ça sera ta maison et comme lui, tu auras 3 étoiles. Tu s'y crois pas. Tu t'y croyais pas, quoi. Donc, comment ça se passe? Donc j'étais à Bruxelles. Ouais. Et donc, à un moment, Bruxelles, voilà, j'ai dit maintenant, ça y est, ça fait 2 ans, ça a bien marché. Je veux ouvrir ma maison. Ouais. Et donc, ou je le fais à Bruxelles, ou je le fais à Paris. Et j'entends que le chef est parti place de la Madeleine. Ouais. Chez Lucas Carton. Voilà. Et donc, l'endroit avait été repris. Que moi, enfin, entre-temps, ça a été repris par quelqu'un d'autre, d'accord. Oui, il y a eu une maison entre les deux, entre lui et moi. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Et donc, moi, j'ai racheté, donc, c'était une avocate qui avait racheté l'endroit. Donc là, pour le coup, il avait 3 étoiles, hein, l'Archestrate. Avant, quand Alain Sandrin, quand Alain Sandrin cède, 3 étoiles. Hein. Ah oui. Mais je sais pas, donc, entre-temps, ça a vécu combien de temps l'autre affaire? 1 an. Donc là, la perte des 3 étoiles, comme toujours, hein, forcément, on repart à 0. Je crois que j'ai même pas eu le temps de les perdre. Il n'y a plus de guide entre la fin et le début. Ouais. Et donc, voilà, je me dis, c'est fabuleux, je vais redécouvrir un endroit que j'ai adoré. Ouais. Un arrondissement que j'ai adoré. Je vais reprendre la maison de mon maître. C'est une base de travail extraordinaire, quoi. Et là, pareil, quand t'en parles, t'as le sourire. Hein. Ah bah ouais, oui, parce que encore aujourd'hui. Tu vois là, ce petit salon où nous sommes là, c'était la pâtisserie. D'accord. Ouais. Il y avait le four à pain qui était derrière toi. Ouais. Il y avait une petite chambre froide qui était là. Il y avait une échelle qui faisait le lien avec la cuisine du haut. Bah, tu vois, et quand je suis revenu dans le lieu, qui avait pas changé, puisque bon, je venais de partir, hein, donc j'ai quitté le chef Sandrin en 79, je crois. Ouais. Là, et puis je suis revenu en 86, un truc comme ça. Ouais. Enfin, en gros, il y a 7 ans. Ouais. Pas grand-chose. 7, messieurs. 6, et donc, donc j'ai presque retrouvé des trucs que j'avais fait, quoi. Ouais. C'est marrant comme réaction, c'est là où on voit que vous êtes un éternel optimiste, parce que beaucoup de gens auraient réagi à l'inverse, c'est se dire, je vais reprendre la maison d'une star de la cuisine, car à ces moments-là, Alain Sandrin, c'est vraiment l'une des légendes vivantes de la cuisine française, et même internationale. Vous y avez fait vos classes, c'est beaucoup de pression de reprendre cette maison, ce qu'elle a vécu, le chef qui l'a incarné, son épouse, les 3 étoiles. La plupart des cuisiniers
paniquerait et ferait demi-tour en disant c'est trop tôt, pas moi. Et vous, tout l'inverse, ça vous motive, ça vous booste. Si vous êtes un éternel optimiste, Ah, mais moi, ça, j'ai adoré. ou un grand sincère, Ben ouais, mais notre histoire a été tellement forte. Le chef, j'avais un truc avec lui et son épouse aussi. On était hyper proches et ils étaient tellement heureux que tu reprennes, même si t'as pas repris à lui finalement, mais que tu viennes reprendre l'affaire après cette transition. Et puis tu peux pas savoir comme ça m'a aidé. Je suis allé beaucoup plus vite parce que je connaissais la maison, mais par cœur. Tu connais même la clientèle, le quartier, ça joue ça ou pas du tout? Oh, la clientèle, non, il n'avait pas une clientèle... Enfin, de quartier, enfin, je veux dire... Mais tu vois, j'adorais cet endroit, puis j'y ai passé des moments fantastiques, lui aussi, et moi, ça a été pour moi... je me suis tout de suite senti chez moi. Il y avait une évidence. Ouais. Tout de suite. C'est marrant comme ton visage s'est illuminé quand tu reparles de ce moment-là, donc on sent qu'à ce moment-là, les planètes se sont alignées et que tu as vécu un truc qui t'a dit c'est la bonne direction. Alors, raconte-nous les coulisses de ce rachat. Comment est-ce que, déjà, parce que dans Business of Bouffe, on aime bien ces sujets-là, comment est-ce que ça, c'est la première fois que tu deviens aussi entrepreneur. Là, il y a une mue qui se fait de chef à entrepreneur. Comment ça se passe? Comment tu finances une acquisition comme ça? Est-ce que c'est facile? Les banques? Est-ce que tu as des associés à ce moment-là? Non. Tu rigoles. Ouais. Je décris. Non, je rigole parce que bon, c'est... Peut-être rigoler jaune, mais vas-y, raconte-nous. Ouais. Non. C'est à l'époque, j'avais une fiancée et en fin de compte, elle croyait énormément dans ce que je faisais dans ma cuisine. C'est bien ça. Et ses parents m'adoraient. Ouais. Et donc, moi, j'avais pas l'argent pour acheter bien sûr. Voilà. Et donc, c'est eux qui se sont portés garants sur mon prêt. Donc ça fait sympa. Oh, sympa. Ah ouais. Et alors, comment se passe cette mue là de chef à entrepreneur? Comment tu te formes à la gestion? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas? Alors, c'est un sujet qui nous passionne ici. Disons que c'est vrai que il y a une chose que je savais, c'est que bon, je savais faire la cuisine, mais ça on l'a compris. Devenir chef d'entreprise, c'était autre chose. C'est une autre affaire. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que d'abord j'aime beaucoup les chiffres. D'accord. Et la gestion, c'est quand même aussi la clé d'un restaurant. Et j'ai ma relation avec toutes les équipes, ça m'a énormément intéressé à travailler un petit peu la façon dont on pouvait être à la fois subtil, avoir un joli vocabulaire pour leur expliquer les choses. J'ai aimé tout cet apprentissage. Vous dites, fallait que je réapprenne un peu mon vocabulaire parce que vous devenez, c'est un gros mot, mais manager aussi. Il faut mener ses équipes et là, cette fois-ci, il faut savoir leur parler. Bien et sûr. Aux gens de la salle comme aux gens de la cuisine, alors que vous venez, vous, de la cuisine. Mais c'est pas les mêmes en haut. Ouais, tout à fait. Mais c'est ce qui est formidable d'ailleurs aujourd'hui. Il faut communiquer là-dessus. C'est important de leur parler, mais avec des jolis mots, tu vois, de les mettre en confiance. Hein, quand je parle de vocabulaire, ce n'est que ça. Emmener une équipe, avoir une vision et la transmettre à des équipes. Ouais, puis parce que c'est aussi ton image. Tu vois, aujourd'hui c'est important. Hein, et moi, je suis très proche de mes équipes parce que je suis beaucoup dans ma maison et puis j'aime j'aime ce contact, j'aime cette relation qu'on peut avoir parce que on bâtit les choses ensemble, on vit ensemble. Hein, je passais plus de temps ici que chez moi, donc ça a été à la fois bien sûr une découverte, mais un apprentissage très merveilleux, et je me souviens de tous ceux qui étaient présents avec moi quand j'ai ouvert. Quoi. Ouais. Alors parle-nous, genre, le restaurant à l'époque, quand tu le reprends, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu changes? Tu as fait des gros travaux, mais plus tard, mais est-ce que tu as déjà fait des travaux? Qu'est-ce que tu as voulu changer? Rien, j'ai tout gardé. Tu refais vivre l'Archestrate, du coup. Quasiment comme elle était à l'époque d'Alain Sandrins. Ouais, de toute façon, donc je savais pas. Bon, au début, quand t'achètes, tu sais pas si ça va marcher ou quoi. Donc, si tu veux, je voulais vraiment, j'avais vraiment tout laissé. Je travaillais dans la vaisselle de l'Archestrate. Ouais. Les verres. Également, tous les verres étaient siglés avec un joli petit A. C'est pour ça qu'on ça tombait bien alors, parce que l'arpège. Voilà, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est parce que vous vouliez que ça soit un nom en A alors. Fallait. Pour garder la vaisselle, parce que voilà. Et l'arpège, ça vous connaît, votre père était musicien. Oui, bien sûr.
Bah oui. Ah, que voilà, j'ai toujours posé la question pourquoi il a appelé ça l'arpège. Mais en fait, c'était parce qu'il y avait un A sur la vaisselle. Ouais. Bah, voilà, on apprend les coulisses. Parce qu'en effet, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est le nom, l'arpège. Pourquoi t'as pas gardé le nom l'orchestrate? Parce que ça avait été repris déjà. Ah oui, donc il fallait forcer. Ouais, ça s'appelait l'Argonne quand j'ai racheté. D'accord. Ouais. Pareil, ils avaient gardé la vaisselle, donc ça tournait forcément autour. Et l'arpège, pourquoi? Donc comme Emmanuel vient de le rappeler, c'est référence à ta passion pour la musique. Oui, bien sûr. Ouais. Parle-nous de la salle à ce moment-là. Comment est-ce que tu organises ou comment est organisée la salle? Combien de couverts? Quelle est l'expérience à l'arpège au tout début? Bien sûr. J'ai vraiment gardé les tables de l'orchestrate. L'emplacement des tables. Donc c'était une. Donc moi je connais pas. Donc ça, tu peux nous. Ouais, c'est une grande salle carrée. Donc c'était une déco que le chef Sandrin avait faite au début des années 70. Ouais. Et donc c'était l'époque. Il y avait un canage qui était sur les murs. Il y avait un plafond qui était coquelicot. Beaucoup de miroirs un peu teintés. Claustra japonaise sur les fenêtres. C'était assez élégant, hein, une moquette un peu un Havane assez foncé. Il y avait une jolie lumière. Il se souvient comme c'est une photographie, c'est un hectachrome. Il est en train de nous la décrire. Oui, je vois beaucoup de choses. C'est impressionnant. La chaise était très confortable, tu vois, en velours marron. Ce qu'il faut rappeler quand même aussi, c'est que c'était l'une des forces d'Alain Sandrin, c'est qu'il avait 3 étoiles et réussi à décrocher ces 3 étoiles avec un petit restaurant. Ce qui était rare. Tu l'as dit, à Paris. Combien de couverts? Il y avait 40 places. 40 places, mais ce qui était rare. Généralement, quand même, le 3 étoiles était dans l'amplitude. Alors très peu à l'époque, il y avait peu de restaurants de palace qui décrochaient les 3 étoiles, mais tu avais Lucas Carton, tu avais eu La Pérouse, tu avais La Serre, tu avais Maxime, Le Doyen, toujours des grandes maisons. Lui, contre tout, on pensait même que pour avoir 3 étoiles, il fallait un restaurant d'amplitude. L'une des premières forces de Saint-Dérin, c'est d'avoir prouvé qu'on pouvait être dans un restaurant pas de poche, mais un petit restaurant et décrocher les 3 étoiles. Et vous reprenez ça. Exactement. Mais Emmanuel, il y en avait un autre aussi, c'était Claude Perrault. Claude Perrault, le Vivarois. Ouais, pareil, qui était un peu dans l'esprit, le chef patron. Ouais. Et puis sacré chef, puis pareil dans petite salle. Mais voilà, mais c'était un peu de la même génération de chefs, de créatifs aussi. Ouais. Et alors vous, à votre tour là, ce coup-ci, donc vous vous souvenez très bien du décor de l'époque, vous le reprenez dans le jus. Dans le jus, tout. Je reprends tout. La cuisine, le fourneau, les assiettes, tout le four à pain qui était là. Enfin, tu vois, je m'exerce, quoi. Bon, je savais pas trop ce que ça allait donner, tu vois. Et puis, c'est vrai que ça a bien marché. On a eu une étoile rapidement, hein. Parce que c'est ça, tu fais vraiment revivre l'orchestrate comme elle était à l'époque d'Alain Sandrin, donc du coup forcément ça oblige, ça met un peu la pression, la comparaison est là, donc forcément ça veut dire que vu que ça avait 3 étoiles à l'époque d'Alain, c'était ça l'ambition, c'était de retrouver très vite les 3 étoiles pour toi? Non. Mais c'était un peu un bistrot, hein. Je sais pas, à l'époque c'était en francs, mais le menu était à 100 francs, 120 francs, ce qui était de l'argent, hein, quand même. Ouais. Ah, mais tu vois, les entrées. C'était pas de la haute gastronomie, tu faisais pas les 3 étoiles. Non. Tu pensais pas avoir 3 étoiles, parce que tu as eu à y revenir. Mais alors justement, tu gardes tout, tu te fous un peu à ce moment-là de savoir si tu auras des étoiles ou pas. En revanche, il y a bien une chose qui doit changer et qui va changer, c'est ce que tu vas mettre dans l'assiette. Et cette carte, alors elle est composée comment à l'époque, cette carte? C'est de la bistronomie avant l'heure? Effectivement, donc on était sur des plats un peu canailles aussi. Donc on pouvait faire une lotte avec des pommes de terre farcies. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait une terrine, bien sûr. Terrine. Volaille? Oui, bien sûr, volaille, ouais. Tourneau de Rossini, on faisait un agneau au carvi. Bon, on prenait quand même des jolis produits. On travaillait le riz de veau, le rognon, foie de veau. Ouais, bien sûr, ouais. On est dans le 7e, quand même. Pas l'oublier. Oui, absolument. Au quartier parisien. Ouais, c'est tu sais, je me cherche, hein, c'est une cuisine, voilà, je travaille, tu vois, je commence à mon Saint-Pierre avec des feuilles de laurier sous la peau, il y a une petite note de créativité, quoi. Ouais, justement, comment tu nourris à ce moment-là? Donc là, t'es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Comment tu la nourris, cette créativité? Parce on commence à le découvrir. T'es un chef ultra créatif. Qu'est-ce qui la nourrit? On parlera après certainement de la nature, mais avant ça, comment tu bosses? Comment tu crées? On faisait ça, c'est l'école Sandrin. Donc je réunissais tout le monde, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, et on goûtait les plats.
Ouais. C'est ça, tout passait par là, quoi. Travail collectif. Ouais, et puis bah c'est vrai que les guides sont quand même des supports fantastiques, hein. À l'époque, il y avait Christian Millot et Henrigot hein, qui ont bien suivi la maison. Hein, bon, bah, le Michelin, bien sûr. Hein, ça te donne un élan. Tu vois, ça t'invite à aller plus loin, à chercher. Parce que bon, bah, on était tous, tu vois, c'est tous les gars de ma génération, quoi. Bah, Guy Savoie. Ouais. Mais c'est vraiment la On salue. génération, faut comprendre, c'est une génération compliquée parce qu'ils arrivent après ce qu'on a appelé les cadors de la nouvelle cuisine. C'est-à-dire que c'est pas la génération de la bande à Bocuse, c'est pas la génération de Guérard. Les gens ont tendance à confondre aujourd'hui, mais ils sont pas de cette génération. Eux arrivent après les Dutournier, les Savoie, les Jacques Caïna, les Passard. Donc il faut qu'ils trouvent leur place. Ouais, faut leur Et identité. avant eux, il y a Ouais. eu des sacrés monstres, voire des monstres sacrés. Non seulement parce que c'était des personnages telluriques, et puis quand même des grands chefs. Donc toi, au mi-temps des années 80, quand tu as été en plus formé par eux, faut savoir s'en départir. Comment tu Faut te tuer un peu démarques, les ouais, pères. voilà, C'est ouais. pas évident. Et je pense qu'à ce moment-là, le public a son mot à dire, mais la critique peut avoir un sacré intérêt. Puis après, c'est le bonhomme lui-même qui décide si oui ou non il va bousculer les choses. Passard, et je pense qu'il a réfléchi à ça. Est-ce qu'il y a justement peut-être un ou deux premiers plats qui, dans ces premières années de l'arpège, vont te dire ah là, je touche quelque chose que je n'ai pas touché. Oui. Justement, un Ouais. ou deux plats qui te sortent un peu du tourne-dos Rossini. Ouais, Avec ouais. tout le mérite qu'il y a un Ouais. beau tourne-dos. Les Bah, classiques. c'est le canard c'est la recette de ma grand-mère, quoi, le canard Louis Passard, Ouais. hein, qui est un canard qui est rôti au four et parallèlement on fait une paillasse qui est chemisée pommes de terre, pâte feuilletée, et à l'intérieur il y a tous les abats du canard, Ouais. le gésier, le cœur, un peu de foie gras, et c'est servi avec, et tout ça c'est des recettes assez riches, hein, et on faisait un beurre de canard très savoureux, tu vois, avec les carcasses. Bon, Enfin, quand tu en parles aujourd'hui, ça va encore. Hein. Ouais, moi, ça me fait encore saliver, mais Quand donc même ça, qu'il y a un retour de ces plats-là. C'est là, oui, c'est vrai, du plat traditionnel. ouais. Je voulais aussi t'emmener dans une autre direction parce que il y a l'art aussi qui t'inspire beaucoup. Alors, je pense que ça vient aussi un petit peu après. Il y a évidemment la musique. Ouais, c'est ça que j'ai envie de comprendre. Quel art t'inspire et comment il t'inspire? Parce que je sais, il y a une anecdote qui a été rendue célèbre par l'émission que j'adore de Chef Table où où tu témoignes de la genèse des fameux corps à corps et qui vient, je crois, d'une inspiration d'un ballet. Oui. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu nourris ta créativité grâce à l'art? Avec ça ou d'autres anecdotes? Oui, bien sûr. Mais c'est, tu sais, parfois tu sais pas. C'est bon. Moi, j'aime la couleur, bien sûr. J'aime les formes. Dans la nature, il y a tellement d'espaces, de moments comme ça où tu vas capter quelque chose. Ça peut être dans le fond de la casserole aussi. J'aime ces moments où quelque part tu cherches sans chercher et puis paf, t'as une idée qui arrive. Mais tout est une véritable source d'inspiration. C'est vrai que l'histoire de la chimère, elle est là, quoi. Vas-y, alors, tu peux raconter à nos auditeurs. Je rentre chez moi, et il y a un ballet à la télé, où il y a des corps à corps entre des hommes et des femmes. Tu vois, ils sont en train de s'étreindre. Ça, c'est magnifique. Et je me dis, culinairement, comment est-ce que je peux traduire ce que je suis en train de voir? Ouais. Et dans 20 secondes, j'ai cette idée qui vient. Je dis tiens, je vais faire danser un demi poulet avec un demi canard et les coudre et les cuire ensemble. Ouais. Et ça, c'est génial parce que c'est devenu après ta signature et puis depuis tu le déclines, mais ça, tu pousses encore les frontières de la créativité. Tu fais quelque chose qui n'existait pas avant pour créer encore une expérience gustative originale. Parce que la création, elle est en permanence autour de nous, quoi. Moi, je prends pas de moment précis pour dire voilà, je vais créer quelque chose, je vais m'enfermer dans la cuisine et puis faire la cuisine pour créer. Non, tu vois, peut-être qu'en sortant, il va se passer quelque chose, je vais avoir une idée que je vais écrire, un truc qui va me traverser la tête. Bon, tu vois, ce sont parfois des images que tu peux voir qui n'ont rien à voir. Rien à voir, ça peut être dans un arbre, ça peut être n'importe où, et ça va te faire penser à quelque chose. Ça va créer un déclic. Donc en gros, en effet, il faut être, mais c'est intéressant ça pour les chefs qui nous écoutent, puis même globalement pour tous les gens qui ont à créer un moment. Il suffit d'être en veille, et en permanence, être opportuniste et essayer de faire des liens entre des choses qui a priori n'ont rien à voir. Genre, en effet, un ballet, la danse et la cuisine. Ouais, on fonctionne tous différemment. Ouais. Bon, mais toi, tu fonctionnes comme ça.
Ouais. Et la nature, est-ce qu'à ce moment-là, c'est déjà une source d'inspiration aussi, le produit, ou ça vient après? Enfin, ça allait forcément. Après. Là, Parce qu'à l'époque, c'est pas du tout. C'est très intéressant d'entendre beaucoup parler les chefs aujourd'hui, et je ne le reproche pas puisque c'est une évolution Ouais. tout à fait logique et légitime. À l'époque, lorsque tu interviewes un grand chef, il y en a 1 sur 10 qui te parle de terroir, et alors sur la saison, plus personne, quoi. Là, après, c'est le soleil, j'en parle pas. Ouais. Ils ont oublié les saisons, je pense même à l'époque. Bah oui. On va Et c'est reparler. pas un reproche, parce qu'on était très heureux dans les moments de table qu'on y passait. Ouais. Mais c'était pas la logique. Donc, je pense qu'elle était ailleurs à Donc toi, à l'époque. ce moment-là, c'est pas le sujet, ça va revenir Non, après. nous, Vraiment, clairement. c'était vraiment une rôtisserie. On venait à l'arpège pour le tissu animal, quoi. Comment tu définirais ta cuisine à ce moment-là, à l'arpège? Je sais pas si on peut définir. Pas facile hein, comme question. bah, Pas ça. C'est Ça sent un peu la fin, je trouve, la définition. Non, ouais, c'est vrai, c'est non. très juste. Non, ce qu'on peut dire. parce que moi- T'as connu cette période-là, Oui, Emmanuel? oui, alors là, Alors vas-y, complètement. Moi, Emmanuel, j'arrive au parle-en. Figaroscope en 1990. On est dans les très belles années de l'arpège. Ce qui revenait souvent, en Vas-y. plus François Simon, qui était notre rédacteur en chef, et déjà un chronique, aimait beaucoup la cuisine Passard. Et Dieu sait s'il y en avait beaucoup de cuisines qu'il n'aimait pas. Mais il y avait le travail je pense, vous parliez de rôtisserie, elle n'était pas estampillée rôtisserie, mais on y allait beaucoup pour le travail des cuissons. Ouais. Et notamment qu'il y avait moi je me souviens des expressions sur les volailles. Il y a eu beaucoup des plats de volailles qui faisaient bruisser tout Paris, qui faisaient courir tout Paris. Donc on venait surtout pour ce travail, non pas de la rôtisserie, ce qu'on ne savait pas, c'était pas estampillé rôtisserie, mais pour ce travail de la cuisson. Et alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un rapport très dans l'animalité. Tu allais un peu à l'arpège pour Pour la prendre viande, justement ouais. ce qu'on appelle aujourd'hui les belles pièces. Avoir des belles pièces et bien soigner le beau produit et la belle cuisson. Et c'était ça, l'arpège. Donc il y avait par contre une manière d'éloge de la simplicité. Il y avait un côté, la touche Passard, c'était d'être un grand technicien, mais de te faire oublier la technique, d'être très proche du produit, en cela il était déjà très moderne, et surtout l'étoiler, puisqu'il allait avoir très vite 1, 2 étoiles, Voilà. le plus vivant de Paris, le plus simple de Paris, le plus évident. Et c'est vrai que quand on allait à l'arpège, pour faire beaucoup de 3 étoiles déjà à l'époque, il y avait la salle vivait. Les gens parlaient, sans moduler la voix. Il y avait à côté maison, tu dis c'est le 3 étoiles, le plus sympa, le plus vivant de Paris, avec cet éloge de la simplicité. On se sentait vraiment comme chez soi. Et tu y ajoutais ce qui a changé depuis. Mais à l'époque, l'un des rapports qualité-prix les plus extraordinaires en matière de restaurant. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment te taper un très grand chef pour pas cher du tout. Ouais. Bon, tu vois, il en parle Donc, il y bien. avait une C'est pour ça espèce qu'il est là. Hein, Non, Est-ce c'est pas que t'as- j'en parle bien, c'est Non, que mais je l'ai c'est vrai. vécu. Non, mais c'est toujours bien, plus c'est un facile. bon témoignage. T'as quelque chose à ajouter de ce que vient de dire Emmanuel sur ta cuisine à l'époque. Voilà. Non, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'était une maison vivante, quoi. Parce que beaucoup d'habitués, parce que c'est vrai que c'est un endroit où les gens revenaient, ils avaient envie de revenir. Bah, moi, j'étais tout le temps là, midi et soir. C'est important, la présence du chef. Ouais. Et puis ça bougeait, quoi. Oui, c'est vrai que il y avait pas une journée où il y avait pas 1 ou 2 nouveaux plats sans arrêt. C'était, il y avait des ambiances de fou là. C'était dingue. Ouais, les gens attendaient à la réception pour avoir une table. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, l'ambiance, pas mais il y uniquement avait l'assiette. tous et- ouais. Même que tu vas avoir les 3 étoiles, Ouais. les codes c'était l'anti 3 étoiles quelque part. Moi, je me souviens d'être arrivé à un déjeuner, il pleuvait à torrent à Paris. Et donc, tout le monde arrive à peu près au même moment, sur le coup des 13h, l'heure des Parisiens, et il y a un embouteillage à l'entrée. Dans l'entrée, Ce que ouais. tu n'accepterais dans aucun 3 étoiles. Les gens, ils disent, oh non, mais quand même, c'est pas possible, monsieur. Mais là, pas du tout. T'avais presque des codes à la Claude Sautet. C'est-à-dire, t'étais pas dans une brasserie, pas dans un bistrot, pas dans une... Mais t'avais cette vie-là. Et après, il y allait avoir une cuisine qui, elle, montait le 10 tons, un service qui accompagnait bien. Donc, t'étais aussi dans un 3 étoiles. Et cette balance entre les deux faisait que c'était une adresse éminemment moderne et le plus vivant des 3 étoiles parisiens parce que la cuisine était en mouvement et vivante et en mouvement constant. C'est des mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. À l'époque, ils sont neufs. Ils sont pas abîmés. Quand tu dis cuisine en mouvement et adresse vivante, je peux te dire que au mi-temps des années 90, on n'emploie pas ces mots-là, ni pour les bistrots, ni pour les grands restaurants. ouais. Et donc, Passard, il bousculait beaucoup les codes. Mais sans le vouloir, je pense. Ouais. À l'insu de son plein gré. Il le fait bien. Et point important que tu as évoqué pour qu'on comprenne bien la suite, la viande est très importante à ce moment-là. C'est pas une rôtisserie, comme tu le dis, estampillée rôtisserie, mais c'est quand même quasiment une rôtisserie pour juste bien comprendre la puissance du changement et la radicalité du changement qui va avoir lieu un petit peu après.
pour clôturer, pour être très complet, donc en effet, la reconnaissance vient, donc les critiques, Emmanuel vient de le témoigner, évidemment le guide rouge, donc première étoile assez vite, deuxième étoile assez vite, et surtout troisième étoile dès 1996, 10 ans après l'ouverture. Ouais. Comment tu vis déjà à ce moment-là? Parce que ça y est, c'est la consécration. Ah bah alors là, là je dis ça y est, je peux tout faire. Je peux tout faire, il n'y a plus d'interdit, on y va. Je travaille une fois de plus encore en toute liberté. J'essaye tout ce qui me passe à travers la tête. Je prends du plaisir. Ouais, c'est vraiment les belles années, quoi. Donc c'est. Mais vous le saviez, comment ça se passe quand même ce jour-là où on apprend qu'on a 3 étoiles? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous vous souvenez tellement bien de ce qui se passait dans ces murs. Est-ce que vous vous souvenez exactement le jour où on vous a dit, vous avez les 3 étoiles, qu'est-ce qui s'est passé ici, rue de Varennes? Comment ça s'est passé avec l'équipe? Ah bah ça y est. Et s'il faut censurer, dites-le nous. Non, ça y est, c'est. Non, on censure rien ici. Ouais, non, c'était. Bon, on en parlait beaucoup, c'est vrai. C'était dans les tuyaux. C'était un peu dans les tuyaux, quoi. Et donc moi, j'avais réussi à le savoir longtemps à l'avance. Ah ouais? Enfin longtemps, pas longtemps, mais je sais plus, peut-être 3 semaines ou 15 jours. Oh, c'était énorme. Ouais, c'était énorme. Ouais. Et ça avait été, c'est Monsieur Paul Bocuse qui l'avait dit à un journaliste, qui le journaliste m'a appelé pour me le dire. Comme pour Yannick Aleno, d'ailleurs, je crois. Je crois me souvenir qu'il a appris rare, qu'il parce qu'ils l'apprennent un peu Paul. avant, mais pas forcément. 15 jours avant, Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'était beaucoup. Donc moi, je buvais du petit lait, je le savais et tout. Ah, t'as le temps de déguster, ouais, du coup. Ouais. Toi, t'avais quel type de relation avec Monsieur Paul? Ah, superbe. Ouais. Ah bah oui. Ça, Pas comme beaucoup de chefs, ouais. on les a fêtés ensemble, les 3 étoiles. Hein. Ouais. Ah, ouais. Dignement. Ouais. Ouais. Donc, on arrive à un tournant décisif de ta carrière à la fin des années 90. Tu es au sommet de la gastronomie mondiale, comme on est en train de le voir, et pourtant, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas complètement épanoui, tu désires autre chose, et cela augure d'un grand changement. Alors, raconte-nous dans quel état d'esprit tu es juste après l'obtention de la 3e étoile. Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs avec ça? Et en gros, on veut comprendre d'où vient cette envie presque brutale de changement. Bah ouais, c'est vrai que je sais pas, il y a eu ma relation avec l'animal mort était devenue un petit peu douloureuse, quoi. Plus d'inspiration, tu vois, j'ai envie d'autre chose. Et tombe là-dessus la vache folle. Ouais. Donc là, on est dans quelle année pour être Fin des années 90, ça. 99. 99. Donc c'est 3 ans après la 3e étoile. Ouais, 99. Tombe la vache folle. Alors là. Sacré événement, hein. Ah ouais, donc là, si tu veux, je le vis mal. Ouais. Est-ce que j'avais senti le truc arriver? Est-ce que, tu vois, bon, il y avait bien sûr, ça, on parlait Il déjà. y avait des signes avant. Enfin, Oui. ce désintérêt pour la matière animale, ça date d'avant. Ouais. Ben, ça, on en parlait quand même. Hein. Bon, il y a et puis bon. Et la filière, elle était abîmée, hein. Ah bah oui. Non, c'est. Qu'est-ce qui te dérangeait? C'est un manque de transparence. On n'avait pas à savoir d'où. Bah non, mais si tu veux, nous on travaillait en toute confiance. Hein, Ouais. si tu veux, quand on faisait livrer un train de côte de bœuf qui venait de Rungis et tout, tu vois, on n'avait pas d'inquiétude, quoi. Hein. Et puis, un jour, on nous a quand même dit, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de vache folle à Rungis, mais on n'en est pas sûr. Donc, si tu veux, moi, ça m'a laissé quelque chose, une amertume, tu vois. Tu sais plus ce que tu sers à tes clients. Quoi. Ouais, un truc, mais douloureux, quoi. Tu vois, je suis resté quelques mois sans venir travailler. Hein. Quand même. Ah, c'est la dépression, alors. Ah ouais, j'aurais pu arrêter le métier, hein. À ce point. D'accord. Ah ouais. J'ai pas Tu as compris à ce pensé point. À arrêter? Bah ouais, un peu, ouais. Ah ouais. Si y avait pas eu cette. À cause de la viande, ou est-ce que c'est parce que moi, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il a pas tout simplement, vu qu'il a atteint son Graal, la 3e étoile, il a plus de moteur. Ouais, non, écoute, je sais pas, j'avais quelque part envie de changer de métier, quoi. Parce que bon. Donc c'est pas que à cause de la viande. Enfin, t'as besoin de changement. Oui, ouais, j'ai besoin de changement. T'as besoin de recréer quelque chose, de créer du neuf. Exactement. Et il y a une porte qui s'est ouverte que j'attendais pas. Celle du végétal. Comment elle arrive? C'est une époque de ma vie avec les gens avec qui j'étais. Et moi, j'ai toujours adoré la couleur. Ça, c'est intéressant. Le peintre, enfin, l'artiste. Ah, mon petit loisir, c'est quand même, tu vois, toutes ces broderies, ce sont mes recettes que j'ai faites en collage ou en peinture. Les broderies, hein, qui sont en train qui habillent le petit salon. Ouais. Où nous enregistrons, on peut voir. Alors elles sont peintes et brodées sur de la toile et ça habille l'ensemble du petit salon qui est au sous-sol du restaurant. On voit des champignons, on voit des fleurs, on voit des feuilles, on voit du végétal, que du végétal, et en effet du végétal très coloré. Tout à fait. Ce que tu peux pas avoir dans la viande.
Moins. Alors justement, ouais, donc cette fenêtre s'ouvre avec mais vraiment une lumière, quoi. Et je retrouve le goût de cuire, le goût de chercher, le goût d'assaisonner, le goût d'harmoniser, et je repars en apprentissage. Ça veut dire, tu reprends tout, tu fais livrer des caisses de légumes et tu travailles en cuisine. Tout. Ouais, je repars. Il faut que je. J'avais pris ma décision. J'ai dit voilà, je veux faire de ma cuisine. Autre chose, quoi. Ouais. Je veux changer de métier. Je veux une autre histoire. Donc, on comprend là que ça a été le végétal, mais en fait, ça aurait pu être autre chose. Toi, ce que tu voulais, c'était un truc nouveau. Bah oui, enfin, en l'occurrence, je reste quand même un cuisinier. Donc c'est... Non, mais je Pas veux dire, 36 non, mais ça aurait pu. Au je sais pas, pire, ça aurait été le poisson. Ça, voilà, ce que je veux dire, ça peut être le poisson, ça peut être. Oui, ouais. Non, mais j'ai un vrai coup de cœur, quoi. Je me pose la question. D'ailleurs, je me dis comment j'ai pu passer à côté de tout ça aussi longtemps, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le végétal? À ce moment-là et aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Alors, donc, On est dans déjà, l'époque contemporaine. ce qui me plaît, c'est déjà toutes ces couleurs qu'il y a. Ouais. Qui sont une véritable source d'inspiration. Mm. Je trouve une autre forme de créativité avec le végétal. Je retrouve le rythme des saisons. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ça change 4 fois Ah. par an, quoi. Aïe, revient, oui. Voilà. Je vous dis qu'à la fin des années 80, Ouais. ils ont oublié ça. Ah oui. Le végétal, Ah non, c'est mais- le retour de la saison. Ça, il faut le rappeler, hein, qu'à cette époque-là, et tu en faisais certainement partie, même dans les 3 étoiles, on avait de la tomate l'hiver. Enfin, de toute façon, même aujourd'hui, malheureusement, encore un peu. Oui. La couleur, Ouais. la saisonnalité. Ouais. Tout n'est que source d'inspiration dans le végétal. Tu vas regarder un joli panier. T'as le dessin des légumes qui est magnifique. La courbe d'une aubergine en été, tu vois. Le grain d'un chou-fleur qui te fait penser à un blanc d'œuf monté en neige, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que il y a une créativité qui est, je dirais, plus artistique. Et qui est presque devant ton nez. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est infini. Enfin, Ouais. il y a Non, mais tellement il de faut aller la variétés. chercher, c'est vrai. Ouais. Dans une viande, d'abord, c'est monochrome, les viandes. T'as viande rouge, viande blanche. Ensuite, il faut aller chercher dans les carcasses. Mais Ouais. globalement, c'est vrai que quand vous en parlez, moi-même, je n'avais pas pensé, mais même en tant que mangeur, je me dis, mais c'est vrai que ces courbes, ces couleurs, Bien sûr. C'est Elles sont beaucoup plus devant nous, esthétique. c'est Le la végétal force est des beaucoup plus évidences. esthétique. Ben oui, et puis il y a surtout une chose d'extraordinaire, c'est pareil qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que le végétal nous permet de changer de métier tous les 3 mois. Ouais, à chaque saison. Ben oui. Voilà. Je ne suis pas le même cuisinier en hiver avec du céleri et du poireau Ouais. qu'au printemps avec des asperges et des petits pois ou des tomates et des aubergines en été. C'est fabuleux. Je change de métier tous les 3 mois. Pourquoi? Moi, j'ai toujours cette énergie. Pourquoi je me plais chez moi? Parce que justement, je Bouge, respecte les saisons. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Je trouve qu'on met pas assez le doigt sur cette aventure qui est vraiment d'une finesse. C'est grandiose. Et j'invite mes 5 sens tous les 3 mois à une nouvelle histoire. Ouais. pourquoi les 5? Sur le toucher, bon, on imagine. Ouais. L'odorat, oui, bien sûr. Ah oui. Avec les fruits, ouais. Ouais. Le goût, on va y venir. Les légumes aussi, ouais. Le visuel, le fond de la Le casserole visuel, le fond de la casserole. et le chant du feu. Et voilà, C'est différent. je savais bien qu'il y en avait un qui m'interpellait. Ouais. Ouais, le chant du feu, ouais. Bah oui, Quand la tu fais cuisson. cuire une aubergine. Donc ouais. c'est extraordinaire. On a oublié tout ça. Je change. En fin de compte, ça serait il y a ces 2 chiffres, le 4 et le 5. Le 4, les 4 saisons, le 5, les 5 sens. Il faut vraiment repositionner le contexte à l'époque. La cuisine légumière ou végétale, elle existe très peu. Bon, il y a peut-être débat sur quel est le vrai précurseur, je sais pas, mais elle existe à l'époque, pas. le légume, mais y c'est a un pas. accompagnement, c'est tout, quoi. Il y a, toi, Ouais, ce que tu C'est même décides de pas le faire, parent pauvre. Alors, historiquement, c'est pas que c'est le parent pauvre de la cuisine française. Si tu prends les grands volumes qui ont fait la cuisine française, elle est là. Mais c'est à peu près toujours les mêmes légumes, souvent les mêmes cuissons. Non, alors là, Ils sont soyons à côté. clairs, il Ils y a sont à côté. rien Voilà. du tout. Ils Ils sont sont jamais- à côté, c'est le parent pauvre. Et d'ailleurs, question, c'est qu'une fois qu'on a obéi à ces 5 sens, c'est tellement le parent pauvre, c'est tellement le grand oublié, le grand invisible de la cuisine française, c'est comment cuisiner ces légumes. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grand référent. On peut même pas repomper sur le voisin. Et là, vos maîtres, eux-mêmes ne les travaillaient pas beaucoup. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous ont Là, pas tu peux appris les pas- cuissons. tu peux pas te poser, Là, tu peux reposer pas sur dire ça. merci Michel Kérévert. Alors, merci pour la cuisson, mais merci pour rien du tout. Ah oui. Parce que le chou-fleur, à part le voir passer dans l'ébène bretonne, t'es passé à côté. Donc, comment ça se passe? Comment on réinvente comme ça cette cuisine du légume? Bien sûr. Mais c'est vrai que en Je apprentissage, dirais même comment on l'invente. Ouais, c'est ça. on me parlait plus facilement d'un beau turbo ou d'une belle poularde que d'un poireau ou d'une carotte, quoi.
Alors donc je rentre dans cette aventure donc donc bien sûr ça tire à boulet rouge. Hein. Je me fais donc tu vas mes copains, mes confrères, tout ça, donc les journalistes. Attention, tu fais une connerie, c'est ça? Ouais. Non mais tu vois, donc, je suis attaqué de partout. La filière bovine, tout. Donc on a 3 étoiles qui enlève la viande de sa carte en pleine vache folle. Alors là, c'est un truc qui se fait pas, quoi. Tu vois, le mouton à 5 pattes. T'as-tu des pressions des gens. Ah bah oui, ouais. Donc tu vas perdre tes étoiles, tu vas perdre tes clients, tu vas tout perdre. Moi, je trace, déterminé. Je regarde pas derrière. Je suis déterminé. Ouais. Je suis heureux. Je suis bien. Alors donc, il y a un moment, il faut quand même mettre les carottes dans la casserole. Comment tu fais? Voilà. Alors, c'est très 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 amusant parce que j'ai défini une cuisine légumière qui n'avait jamais été faite. Ouais. C'est une invention, hein, c'est pas une réinvention. Ouais, alors, je me suis aperçu avec le temps, parce qu'au début, tu tâtonnes, tu cherches et tout ça. Donc, je me suis aperçu que je mettais au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale. Ben voilà. J'ai commencé à flamber un oignon. J'ai commencé à fumer une pomme de terre. J'ai commencé à cuire une betterave en croûte de sel. Tu vois, donc, en fin de compte, ça se faisait pas du tout à l'époque. Ça se faisait pas du tout. Non, tu vois, les restaurants de légumes, c'est toujours fadouille et tout ça. Et là, t'as un rôtisseur qui va commencer à braiser une carotte, à rôtir un céleri. Tu vois, et cette cuisine, elle commence à avoir un peu de relief. Tu rends le légume gourmand. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc je travaille comme un malade. À un moment, je vais quand même prévenir le Michelin que je vais enlever tous les plats qui nous ont permis d'avoir. Vous êtes allé les voir? Ben oui. Ah vas-y, il faut raconter ça. Ouais, bien sûr. Donc si tu veux. C'est qui le directeur à l'époque? Derek Brown. Derek Brown, un sacré personnage. Sacré personnage. Ouais. Alors donc je prends rendez-vous et tout ça. Avenue de Breteuil. Avenue de Breteuil. C'est pas loin. Hein. Ouais. Et donc il dit qu'est-ce qu'il veut? Enfin bon. Et donc j'arrive et je lui dis voilà. Tout ce qui nous a permis d'avoir 3 étoiles, je vais l'enlever de la carte. Comment il a réagi, lui? Alors, il me dit, mais il me dit, mais vous allez faire quoi? Je dis, je vais consacrer toute la fin de ma carrière aux légumes. Il dit ça. Et il a une très belle phrase en partant. Il me dit, mais pourquoi la cuisine de légumes ne vaudrait-elle pas 3 étoiles? Ouais, top. Je dis, cher monsieur, moi, mon choix est fait, faites le vôtre. C'est ce qu'ils ont fait. Non, mais ce qui est important, juste et après on revient, faut savoir vraiment effectivement qu'il a attaqué de 2 parts à l'époque. Il y a effectivement toute la critique conjoncturelle, c'est-à-dire de la filière bovine qui lui rentre dedans en le traitant, t'abandonnes le navire, t'es un opportuniste, tu nous flingues 2 fois. Hein. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un lanceur d'alerte à l'époque. Ouais. Il y a rupture de confiance, car c'était ça. Le problème, c'est qu'il y avait rupture. Et je rappelle, pas que chez les chefs, le public, nous-mêmes, avions une véritable frousse au moment d'aller acheter notre viande. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ce qu'ils n'ont pas dit? C'est le nuage de Tchernobyl, tu vois. Pas en France. Bien sûr qu'aussi en France. Et deuxième critique, deuxième front, peut-être le plus difficile, qui est la structurelle, c'est son public et la critique, dont on le voit, elle a une importance, qui reste pour le moins circonspect. Passard, 3 étoiles, plutôt une cuisine portée sur le carnet, se met à faire du légume. C'est même pas que tu le traites d'opportuniste, c'est que tu dis il est fou, tu comprends pas, on n'a pas nos codes, on n'est pas habitué à aller dans un restaurant et à avoir une carte entièrement de légumes. Tu dis non mais moi il me faut de la volaille. Donc la critique est curieuse mais circonspecte. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelles ont été les réactions du public, parce que c'est quand même lui qui fait une adresse, bien plus que la filière bovine et bien plus que la critique. Comment il réagit lorsqu'il découvre pour la première fois cette carte intégralement légumière, donc radicale? Alors c'est très partagé. T'as ceux qui partent, puis il y avait des curieux qui restaient. Et c'est un peu eux qu'on lancé le truc. Quoi. Au moins, ça a fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. C'est que ça a fait parler et ça a dû attirer des curieux. Mais il n'y avait pas de marketing dans tout ça. Hein. Non, mais tout ça, ça venait de mon cœur. Hein. Je dis pas que c'est une volonté, ça on l'a bien compris. D'ailleurs, sur ça la passion du métier, quoi. Tu vois. Mais il se trouve que certainement cette couverture, parce que je m'en souvien de cette époque-là, il y a eu énormément de couverture. Forcément, ça attire des curieux et ça permet, même si tu perds une partie de ta clientèle, ça en amène une autre, au moins des curieux et ça marche parce que c'est bon, parce que ça. Et c'est là où tu es un visionnaire, c'est que tu as réussi à faire une cuisine légumière gourmande. Ouais. En combien de temps entre le moment où tu décides de faire cette cuisine toute légumière et la première carte, il va s'écouler combien de temps? 3 mois. Tous les tests. 3 mois. C'est très court. Ça va très court. Très court. Très court. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en cuisine? T'as appris légume par légume, je bossais, cuisson par cuisson. Je bossais jour et nuit. Il fallait que ça sorte, de toute façon. Et puis parallèlement à ça, si tu veux, donc en plus de ça, là, je commençais à perdre mon personnel parce que donc mon sommelier, lui, ça l'intéressait pas de vendre des carottes. Les associations à ce moment-là, même. Oui, il y avait du personnel qui restait pas, donc fallait recruter, quoi. Tu doutes, toi, des moments?
Ou tu restes convaincu que c'est la bonne direction? Le végétal? Ouais, est-ce que tu doutes de ça? Quand tu vois des gens partir, quand tu vois les critiques, quand tu vois... Non. Tu doutes pas? Non, parce que ça vient de mon cœur. Ça aurait très bien pu Pas marcher. Ouais. Mais j'aurais pas eu de regret. Ouais, ça c'est important. Parce que j'ai fait ça. Avec le cœur, avec les tripes. Ouais. Et en effet, si ça ne marchait pas, tant pis, c'est que ça t'avait plus à exprimer. Ouais. Tu sais que j'avais été attaqué en diffamation par Rungis, hein. Ah, ça a été... Parce que j'avais bien osé vécu dire le dans une émission Ça- de télé qu'il y avait eu un risque de vache folle à Rungis. Il m'a attaqué en diffamation. Ça devenait un phénomène de société, c'est-à-dire qu'on quittait la rubrique des pages gastronomiques de la presse pour arriver sur les pages société. Je n'ai pas dit faits divers, mais pas loin. Ouais, j'étais interdit de Rungis. Hein. Ouais. C'est vrai. Ah non, C'est bien parce que du coup, tu as trouvé une autre façon de t'approvisionner. Après, on en parlera sur les légumes. Et juste, le côté radical, c'est qu'il est tout seul. Il n'y a pas un chef vraiment qui suit. Ils se sont le nez sous la toque. Ils ont quand même le courage des huîtres, hein, parfois, les chefs. En coin, j'espère qu'il va se planter régulièrement. T'as des soutiens quand même? Il y avait eu un très Raconte-nous. bon papier dans le monde de Ribot Jean-Claude Ribot. Ouais. Et Jean-Claude a dit un truc très juste. Il est dans sa démarche, Passard, personne ne l'a suivi. Mais en revanche, toutes les cartes des restaurants se sont enrichies de 2 à 3 plats de légumes. C'est génial, ça. Ouais. Moi, je voulais juste une clarification aussi pour pas qu'il y ait de malentendus. Est-ce qu'il y a une forme d'engagement dans ce choix? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, évidemment, le contexte a changé, les enjeux sont différents. Est-ce qu'il y a un engagement écologique? Est-ce qu'il y a un engagement nutritionnel? Est-ce qu'on sait, d'un point de vue écologique, la cuisine végétale a moins Bien d'impact? sûr. À crever, c'est ça aussi ça la raison à ce moment-là vraiment, ou c'est vraiment la créativité? Il y a un moment, si tu veux, quand t'es grand chef, il y a un moment, faut parler santé. Ouais. Hein, donc si tu veux, si t'as envie de te désaltérer avec une tomate au mois de janvier, pas moi. Donc là, c'est la planète. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Hein, et puis surtout, de permettre cette longévité au fourneau, c'est quand même le respect des saisons. Ouais. Hein, donc si la nature a créé des saisons, c'est pour éviter la routine. Donc il y a quand même un engagement écologique et sanitaire, nutritionnel aussi, parce que la cuisine végétale est est meilleure pour la santé. Ouais. Mais je voulais juste vérifier qu'il y avait aussi ça dans le moteur. De manière assez inconsciente, mais aujourd'hui, encore une fois, on le qualifierait de chef lanceur d'alerte. Ouais. À l'époque, c'est aussi pris comme ça. Mais tout le monde n'en a pas conscience. Moi, le premier, je regarde un peu, c'est un peu comme une guerre à la Kafka, quoi. Je passe à côté de ça, je comprends pas tellement le débat. Je me dis, il est juste fou parce que moi, je regarde le côté créatif. Je ne comprends pas la dimension de la saisonnalité, des alertes. Il me faudra du temps pour me dire, mais il a peut-être raison, Passard. Au début, je le prends juste pour un barré. Mais un barré de génie, moi, je fais partie de la bande des curieux. Ouais. Mais je ne comprends pas la dimension qui, à mon avis, accompagnait les deux. Bien sûr, son sens créatif, mais aussi, comme tu dis, parce que c'est comme ça qu'un chef dur, il faut son élan vital, mais il faut son élan créatif, et les deux vont s'ajouter. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, à cette carte originale de 99-2000, est-ce que tu te souviens de 2-3 plateaux thémiques qui vont faire que, bien de cette interrogation du public va faire qu'il va être convaincu? Bah oui, donc ma fondue d'oignon flambée à l'alcool de poire, mon gratin d'oignon parmesan citron, bon, ma betterave en croûte de sel, hein, la petite raviole dans le consommé de légumes, ouais, tout ça, bien sûr, ouais, c'est allez, on en prend une, parce que faut écouter Passard quand il nous raconte une recette, il est impressionnant. Comment est venu? Raconte-nous l'anatomie de cette betterave en croûte de sel qui est certainement le plateau thémique de cette carte-là. Bah, cuisine animale. Qu'est-ce qu'on cuit en croûte de sel? Un bar de ligne, une volaille, un poulet. Et ça se faisait pas du tout à l'époque, en effet, de cuire un légume comme ça. Ah bah non. Ouais, alors pourquoi? Comment tu te dis? Alors, très bien. Je vais travailler cette cuisson réservée généralement soit au beau poisson, soit à certaines pièces de volaille. Comment je vais mettre un légume et lequel? Pourquoi choisir la betterave? Bah, par rapport à son volume, par rapport à sa masse, tu vois, c'est toujours assez volumineux. Et donc quand j'ai fait l'essai, donc ça a été délicieux, quoi. Tu vois, cette empreinte du premier coup. Ouais, du premier coup. Et avant la betterave, il y a eu autre chose ou pas? Ou tout de suite tu te dis la betterave va rentrer dans la croûte de sel? La betterave, ouais. Il n'y a même pas besoin de faire d'essai. Ouais. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Alors, fais-nous saliver. Qu'est-ce que ça lui apporte cette cuisson en croûte de sel? Le sel a deux missions, si tu veux, c'est de l'attendrir et puis de l'assaisonner. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. J'ai eu la chance dans une ancienne vie de goûter cette betterave et elle m'a en effet marqué. Moi, je me souviens d'un copain critique. Il me fait lire son papier. Il me dit bon, j'y suis allé. Qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, il avait pris la betterave. Il me dit formidable, Alain Passard qui m'a fait redécouvrir la betterave.
Et je dis, ouais, c'est bien, il est bien ton papier. Il me dit, non, j'ai un truc qui va pas. Puis il barre, il dit, non, en fait, ce qui m'a fait découvrir la betterave, car il avait jamais redécouvrir, c'est ça. Mais on en est tous là. Donc c'était ça, en vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on ne redécouvrait pas, mais véritablement qu'on découvrait, on s'apercevait qu'on était nul en navet, lamentable en betterave, qu'on n'y connaissait strictement rien. Alors j'ai, Alain, une petite première surprise pour toi, il y en aura deux. Une question de quelqu'un qui ne se présente pas, on va voir si tu le reconnais, mais sinon, je t'aiderai. Chef Passard, si vous deviez faire un menu avec un seul légume, ce serait quel légume? C'est Pascal Barbeau. Ah oui, que tu as reconnu, que le talentueux chef de l'Astrance, et surtout qui a été ton élève. Ah, mon Pascal, ouais, Voilà. c'est un petit frère, hein, quel talent, quelle modestie, quelle délicatesse, un grand bonhomme, ouais. Enfin, les deux, parce que je les associe toujours avec Christophe, ils se sont connus. Son associé, qui est aussi un ancien de l'arpège, hein, d'ailleurs. Ils se sont connus ici. T'as fait des petits, on va y revenir après, mais il y a énormément de petits passards partout. Non, mais les A, c'est pas mal, hein, dans la gastronomie. L'orchestrate, la pissus, l'arpège, l'astrance. Si vous ouvrez un restaurant et que vous cherchez les étoiles, commencez par un A. Conseil de monsieur Emmanuel. Oh, il est facile, je prends pas beaucoup de risques. Et alors, si tu devais cuisiner un menu avec un seul légume, donc tout le menu avec un seul légume, hein, si je comprends bien sa question, quel serait Ah bah non, mais là, Pascal, faut que tu me donnes la saison. on a enregistré. Ah ouais. Voilà. C'est pas encore rentré dans les C'était le piège, on tape à pied, c'est bien. Ah non, bon là, puisqu'on est en hiver. On est en hiver, on diffusera peut-être fin d'hiver, début de printemps, mais voilà, nous on enregistre fin janvier. Alors, qu'est-ce que je pourrais imaginer? Carton rouge. Ouais. Mon cœur balance un peu entre le poireau et peut-être le céleri rave. Je les aime tous, hein, mais ouais. Mais ouais, c'est des beaux challenges, hein. Donc le poireau ou le céleri. Tu gardes quand même les poissons et les volailles à la carte. Oui, pourquoi et quelle place si ils ont dans ton menu? Quand tu vas dans un restaurant de poisson, il y a toujours une viande. Ouais. Donc c'est vrai que tu vois, on a toujours une volaille sous la main. Bon, on a parlé de l'accueil du public, donc l'accueil du public, finalement, ça marche. Et les gens te disent, bon, il a raison, donc t'es plutôt salué par les critiques et surtout par le public. Ouais, enfin, quand même. Où il y a une période, le bateau. Est-ce qu'il y a un trou, à un moment? Ça coule à pic, hein. Combien de temps? Il y a 6 mois de difficile, hein, quand même. Vraiment, tu vois la salle qui se vide? Ouais. Et là, pareil, t'as des doutes ou tu te dis non? Non, je suis bien, je suis en accord avec moi-même. Ce qu'on sort, c'est beau, ça me plaît. Je revis, je redécouvre, je reprends du plaisir. Je reviens travailler, je me remets à chercher. Non, je suis toujours déterminé. Et puis les premiers papiers tombent. On a des bons papiers, des bons articles. Et le Michelin sort. Troisième. Voilà. Moi, je pense que quel est le point de bascule? Quand est-ce que la salle se remplit de nouveau? C'est le Michelin, c'est les critiques, c'est le bouche à oreille? Bon, c'est un peu des trois. Ouais, c'est un peu tout, mais je pense, et là, bravo, moi je suis pourtant régulièrement, je l'allume, mais je pense que le fait que Michelin ait maintenu les 3 étoiles, courageux, ça, je ne dis pas que ça a rempli la salle, mais ça qui est quand même un juge de paix important, et là-dessus, chapeau. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il le sanctionne, à juste ou à mauvais titre, mais je me dis, oh là, ça va être... Et là, Michelin a dit non, on maintient. Est-ce que tu es surpris toi-même quand tu apprends que finalement tu gardes tout de suite ta 3e étoile, malgré ce changement? Tu vois, je vais te dire, j'y pensais pas trop. Tu pensais pas trop? Non, moi, je travaillais, je faisais mon boulot, quoi. Ouais. Je faisais mon boulot, écoute, ouais, bien sûr, c'était une victoire pour le légume, bien sûr, ouais, et puis la maison, parce que c'était chaud quand même, hein. Donc ça dure pas trop longtemps, c'est ça, quelques mois. 6 mois pour une adresse, c'est beaucoup. Ouais. D'ailleurs, parlons un peu de business aussi, de rentabilité, parce que c'est une question et peut-être que ça va susciter des vocations. C'est que on le sait, la matière végétale normalement est moins chère que la matière animale. Est-ce que tu gagnes en profitabilité au bout d'un moment ou pas du tout? Alors, écoute, c'est très business, j'adore ça. Oui, bien sûr. Non, parce que si tu veux, c'est une cuisine qui nécessite énormément de main-d'œuvre. Et donc, je suis obligé de rengager 2 ou 3 cuisiniers, parce que t'as la découpe, t'as le toilettage du légume, tu vois, ça nécessite vraiment beaucoup de travail. Plus je cherchais une côte de bœuf ou, tu vois. Je cherchais un argument pour susciter des vocations, c'est pas forcément celui-là. Non. Ok.
Avec du recul, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Enfin, c'est plus qu'un épisode. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais comme ça? Bon, on a compris que tu le referais, mais est-ce que tu changerais quelque chose? Tu le ferais de la même manière ou... Non, je pense que c'est la vraie belle grande idée de ma vie de cuisinier. Ouais. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est bien qu'on y consacre un peu de temps. Ouais. Parlons maintenant des jardins, parce que ça, c'est une autre évolution qui est très logique avec ce qu'on est en train de raconter. C'est que entre 2000 et 2008, tu acquiers 3 jardins, ou plutôt des fermes végétales, pour aller encore plus loin dans ta démarche et maîtriser le produit. Raconte-nous cette ambition, ce projet, comment il se présente, pourquoi faire? Disons que si tu veux, il y a un moment quand tu rentres dans cette formidable histoire, il faut qu'elle soit complète, quoi. Hein, et donc ça passait par là. Ça passait par là parce que j'avais été donc échaudé par la vache folle. Ouais. Hein, et donc là, je voulais vraiment, si tu veux, avoir un produit avec une traçabilité très juste. Hein, et maîtriser la filière à 100%. Maîtriser, revaloriser le métier de jardinier également qui avait disparu. Ouais. Hein, et puis surtout avoir cette notion de plaisir de voir pousser tes légumes. Ça, c'est une satisfaction, ça, ouais. C'est ça, tu vas te passer tes commandes, dire, tiens, tel poireau, je connais pas, on peut l'essayer, on le fait dans quel jardin, on le met dans les deux pour voir un petit peu où il trouve son confort de vie, tu vois, ça m'a permis de travailler en confiance. Ouais. Le passeport du produit, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ce qu'il y a d'hallucinant, c'est qu'il installe dans le monde du restaurant un nouveau métier, c'est celui de jardinier. Puisqu'aujourd'hui, tu as le service de salle, tu as la cuisine qu'on voit ici, mais du côté de la Sarthe, il y a une véritable équipe, car je crois que ça commence avec un tout petit hectare à peine. Ah oui. Aujourd'hui, il y a combien d'hectares? 7. Et je crois que c'est un jardinier, d'ailleurs parisien, on m'a dit, qui vous a accompagné au début. Et puis petit à petit, vous alliez avoir une équipe, je crois, de salariés, hein, au même titre que le directeur de salle, le chef de rang. C'est un vrai prolongement. Donc, et ça, en revanche, ça reste unique. Je l'ai encore très peu vu. Le souci, c'est que ce fameux jardin de chef, c'est devenu, à mon sens, un peu un petit instrument vachard et marketing. On est passé du bon ton tout le monde a son petit jardin. À Paris, c'est ridicule. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis, Alain Passard, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour passer dans les papiers de magazines déco, pour dire j'ai mon jardin, parce qu'il n'y a aucune logique derrière, ni aucune logique pour pouvoir assurer l'autonomie de ton restaurant en termes de débit et de fruits, ni même aucune logique en termes de saisonnalité. Alors, c'est une bonne chose, le chef à jardin, ou c'est du marketing comme les autres? Écoute, moi, écoute, plus les chefs auront un espace potager pour le maraîchage, ça sera bien. Toi, la particularité, c'est pour compléter ce que tu dis, c'est que tu as 3 jardins, ça représente quasiment la totalité de ton approvisionnement en légumes. C'est la totalité. Et c'est ça qui est unique. C'est ça qui est unique, parce qu'en effet, souvent, on voit des petits jardins qui vont approvisionner un peu. Mais alors là, je vais faire un peu l'avocat du diable. Car même si dans la construction de ce que tu as fait à l'Arpège, c'est réussi, c'est vraiment l'autonomie, c'est logique. C'était fait dans le cas quasiment d'une auberge parisienne. Mais est-ce que c'est l'avenir des chefs? Est-ce que finalement les chefs, leur vertu, c'est pas de se battre pour la filière sans avoir leur propre jardin, justement, dire chacun à sa place, le chef avec son équipe salle cuisine, et puis ses fournisseurs, c'est-à-dire une belle filière, le bon paysan, et pas avoir à fin, ça serait la fin quelque part d'une filière. Si le chef fait tout, c'est cette fameuse pub où bientôt il va faire sa céramique. Il y a de plus en plus de bons maraîchages. Bien sûr. Je pense que c'est à participer d'ailleurs. Oui. Je pense que ça a aussi amené des nouveaux maraîchers à travailler quasiment exclusivement pour des filières gastronomiques. Mais ce qui est normal, c'est la locomotive, c'est la vitrine de la cuisine et de la gastronomie française. Je pense qu'il y a beaucoup de jardiniers qui se sont installés dans cet esprit-là. Ouais. Et qui travaillent en parallèle là. Mais parce que toi, c'est ta passion, parce que tu as voulu maîtriser la filière, c'est ton choix. Il y a d'autres chefs qui font d'autres choix, d'avoir plusieurs restaurants et qui peuvent aussi faire confiance à la filière. Moi, j'ai coutume de dire souvent chacun son métier. C'est bien d'avoir en effet des filières bien organisées et plus vertueuses. Ça, évidemment, il y a un boulevard, on en parle souvent. Mais toi, ce qui est bien, c'est que c'est ton choix plutôt, et on y reviendra après, plutôt que d'ouvrir un deuxième restaurant, tu dis je vais aller maîtriser ma filière à 100% et je vais prendre cette casquette de maraîcher qui te passionne et qui est très complémentaire. Juste un mot sur cette culture aussi, c'est quel type de culture? C'est une culture biologique? Est-ce que c'est de la permaculture? Est-ce que c'est... Nos jardiniers ont une main qui est 100% naturelle. Voilà. Mais personne ne peut se revendiquer bio. Personne. Malheureusement, nous avons un voisinage qui ne l'est pas. Donc, il y a la nappe phréatique, puis le vent et tout. Personne, ça n'existe pas. Même aujourd'hui, je sais même pas par rapport aux poissons, au niveau de la qualité de la mer. C'est impossible.
La qualité de l'eau, oui, parce qu'on va, on Mais là, peut mettre en question la qualité de l'eau, la présence de Là, métaux tu peux lourds même dans un pas poisson faire de sauvage. barrière dans la mer. Bien sûr. Mais là, au moins, tu maîtrises au mieux. Après, évidemment, tu dépends d'un écosystème, du voisinage, un sol qui est aussi une histoire. Bah oui. Mais ouais. tu le maîtrises. Et au moins, vous ajoutez pas Ah non. d'intrants. Ouais. Ça se passe Chimique. comment pour un chef comme ça? Donc, tu es resté à Paris, rue de Varennes, c'est tous les jours. Le jardin est dans la Sarthe. C'est combien d'allers-retours par semaine? C'est eux qui vont à vous, j'imagine, pour bien sûr fournir. Mais toi, est-ce que tu mets encore régulièrement les pieds? Oh, oui, j'étais ce matin. On a un approvisionnement pour quand même un petit peu faire gaffe au transport. On essaie tous les 2 jours, quoi. Donc, il y a une camionnette, Ouais. l'Arpège d'ailleurs, qui fait le On a- lien entre ouais, tes on a- trois on a- jardins ouais. et le restaurant. On a un Ça, chauffeur. c'est Et est-ce extraordinaire. que les visions de ta cuisine, celles que tu penses pour le printemps-été prochain et peut-être déjà pour l'automne-hiver suivant, vont décider de ce que vous allez planter? Ah, Est-ce que, selon la configuration, j'imagine il y a toujours des poireaux, des patates et compagnie, mais Ouais. est-ce que tu dis là, il faut absolument que, parce que moi j'ai envie de travailler, je ne sais quoi. Ah bah mes commandes sont déjà passées pour l'hiver 2024-2025. Hein. Tu sais. Ah ouais. Cerfeuil tubéreux, persil tubéreux, capucine tubéreuse, poire de terre, châtaigne de terre, enfin tout. Et on essaie toujours d'avoir des produits qu'on connaît pas bien, qu'on n'a pas exploité dans la casserole, quoi. Mais alors justement, cet apprentissage, tu l'as dit, tu as employé le mot tout à l'heure, j'ai fallu que je fasse mon apprentissage. C'est plus qu'un apprentissage de chef, c'est aussi un apprentissage de jardinier, de botaniste. Comment ça s'est passé? C'est des livres, c'est les contacts, c'est les rencontres. Est-ce qu'on se plonge comme ça, j'allais dire chez Truffaut, à faire les allées et venues dans les semences? Non, Mais comment ça se passe? Non, c'est des bouquins. Des bouquins. Ouais, tu lis. C'est et puis bon, j'ai eu la chance aussi de rencontrer à l'époque où je cherchais mon premier jardinier, de rencontrer Sylvain, qui est un garçon qui est avec moi donc depuis Sylvain Picard, c'est Sylvain ça. Picard. Hein. Salut. Ouais, qui Qui est ton jardinier en chef. Ouais, qui est notre jardinier, qui était en poste dans une autre entreprise, et puis on s'est rencontrés par hasard comme ça. Je lui ai fait part du projet, et puis il est toujours là. Ouais, donc c'est quand même un peu lui qui donne le tempo. Ça devient ton bras droit. Je peux demander un conseil que vous pouvez offrir à nos auditeurs. On demande souvent des livres de cuisine. Est-ce qu'il y aurait un livre comme cela pour rentrer dans le monde du jardin assez facile d'approche pour un cuisinier ou pour un manager qui peut peut-être pas, qui serait un bon livre? Parce que alors là, dans la cuisine, on est assez bon en il termes faut- de bibliothèque idéal, mais alors en termes de jardin, moi je suis paumé. Non, Très faut bonne le question, créer. ouais. Faudra le créer. Ça fait partie de nos projets. Ah voilà. Ah, Ouais. un livre d'Alain Passard Parce sur qu'ils sont tous, le faut pas qu'ils maraîchage. soient mauvais, mais compliqué. Je parle vraiment d'un livre qui soit du jardin assiette, pas un livre sur la cuisine des légumes, Non, mais vraiment Ouais, qui te dise, le jardin nourricier, et quoi. puis Le tu jardin, comprennes ce que c'est que ces légumes. Ouais, ouais. Mais vu par une écriture de chef, je pense que c'est intéressant. Il y a Ah beaucoup ouais, de livres c'est- sur la cuisine des légumes, mais c'est pas pareil. Est-ce que c'est rentable comme organisation parce qu'on imagine quand même, comme on l'a dit, c'est un nouveau métier, puis c'est de nouveaux investissements entre le coût du foncier, la main d'œuvre, la logistique. Est-ce que c'est rentable c'est par rapport à un sourcing externe? Ouais. Quand je vois aujourd'hui le prix d'une botte de ciboulette ou d'une barquette de framboises sur les marchés, ça se tient, quoi. Ça coûte pas forcément beaucoup plus cher, c'est un investissement, et au moins tu as un vrai bénéfice sur la maîtrise et la qualité des Ça- produits. Ça a pas de prix. Ça a Ouais. pas de prix. Ceux qui peuvent se le Ça, permettre. c'est formidable. Ça nous a permis de créer des emplois en plus. Ouais. Autre question, mais c'est des questions de novice que je trouve que c'est tellement une matrice qui a changé. C'est la fameuse panique de Vatel. Quand on est comme ça, propriétaire de 3 jardins, Oui. si demain il y a une catastrophe naturelle, ce qui peut arriver, Ah oui. des giboulées, on a ça eu. existe, c'est Bah, ça, bien la, sûr. Ouais, c'est ça la terre. Mais bien C'est sûr. que t'es jamais à vivant. l'abri. Pour un chef, c'est une catastrophe. Ah ouais. Est-ce que tu as des filets, des sorties de secours? Parce que quand tu as tes fournisseurs, c'est pas vraiment ton problème. Tu paniques un peu. Ouais. Mais bon, il va falloir que c'est à lui de se démerder. Puis T'as tu peux- Rungis, tu vas chercher Mais là, ailleurs, comment tu ouais. fais? Non, Mm. on est à la même enseigne que les vignerons quand que ils les prennent vrais un- agriculteurs. La ils prennent grêle, un coup de gel bien sûr, ouais. fin avril. C'est pareil. Et donc, non. Donc, là, on refera un petit peu de coquillage ou. Comment tu te sens quand tu vas dans tes jardins? C'est un moment. C'est très particulier parce que il y a une grande douceur et puis cette relation qu'on a avec nos jardiniers parce que ce sont eux qui sont à la base de notre cuisine, quoi. Non, il y a beaucoup de chaleur. C'est indispensable aujourd'hui dans ton travail de création. Tu pourrais plus travailler autrement. Ah non, sans mes jardins. Tu ouais. dois voir le produit, tu dois voir la terre, tu dois voir ce qui se passe. Là, si je devais fermer les potagers, je crois que je fermerais la Ouais, maison. tu pourrais plus travailler. Ah ouais. Quand tu as goûté à ce confort, parce que tout est là, quoi. C'est quand je parle de confiance, travailler en confiance, c'est un confort de vie, c'est formidable.
formidable d'avoir des rendez-vous comme ça, de dire voilà, d'accepter qu'une tomate disparaisse et de la retrouver un an après. Tu vois, ça c'est ça la magie. Puis c'est le royaume de l'ultra fraîcheur, c'est-à-dire que ta tomate oui. à maturité, une heure après, ouais. presque, elle est dans ta cuisine. Ça, c'est difficile d'avoir ça autrement. C'est aussi un vieux rêve de chef, c'est d'avoir un peu la maîtrise de sa production. C'est-à-dire, c'est un instrument quand même le produit. On parlait de la flamme, on parlait de la sauce, mais le produit c'est aussi la base. Là, il s'offre un Stradivarius permanent, quoi. Ouais, c'est comme le guitariste qui a sa Gibson tranquille. Il joue plus de la même manière quand même. C'est le fruit de beaucoup d'efforts. Tu fais une autre cuisine. Tu fais une autre cuisine. Ah ouais. Un Steinway, c'est quand même pas un. Bon, tant pis. C'est clair. C'est le fruit de beaucoup d'efforts. Ça a été un grand risque, c'est beaucoup d'audace, mais je te rejoins. C'est, je pense aujourd'hui, un grand luxe et ça doit faire beaucoup d'envieux chez les chefs. On va parler maintenant de l'avenir. Alors tout d'abord, quel regard tu portes sur la nouvelle génération de chefs? Ah, elle est bonne. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de moins? Je trouve qu'il y a le métier a énormément changé, énormément évolué. Et je trouve qu'il y a une très très belle dynamique là. Quand je vois ce qu'ils feront avec un navet, une carotte, c'est impressionnant. Il y a vraiment des choses très très belles. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu. Je regarde ce qu'ils font. C'est encourageant. Le métier a pris une autre dimension. Bon, c'est devenu un métier. Je dirais artistique, c'est formidable parce que moi quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était le début et tout, et en fin de compte quand moi à 13 ans j'ai pris cette décision de devenir cuisinier, je l'ai prise aussi parce que j'ai eu cette lumière pour ce métier. J'ai senti que ça allait devenir un métier. C'est fou, C'est largement confirmé, on vient de le découvrir. Et alors donc pour la cuisine, quel est l'avenir? Non, alors sinon, est-ce que tu as un message à leur passer à cette nouvelle génération? Leur dire super, bravo les garçons et les filles, parce que ça aussi elles sont bluffantes, hein. Il y a vraiment des très très belles mains chez les femmes, et j'ose la question, tu as des noms que tu suis particulièrement? Oui. Il y en a au moins une qui maintenant qui est reconnue, installée, mais je pense qu'Adeline Grattard lui doit pas mal, donc il doit la suivre, mais elle est plus de la jeune génération, maintenant elle est déjà bien installée. Je pense Grattard, non, je pense qu'il y en a pas mal qui en tout cas peuvent revendiquer une même filiation. Celles que j'ai en ce moment là, elles sont formidables. J'en ai 4-5 filles là, mais c'est un vrai bonheur de les voir dans l'émotion. C'est troublant, hein. Il y a je leur dis, mais c'est des couturières, quoi. Elles sont sur la pointe des pieds, ça danse autour du fourneau, c'est de toute beauté, quoi. Oui, bravo pour tout ce qu'ils font, parce que ça cherche, ça travaille. Ça travaille. Tout le monde travaille. Ils cherchent. Justement, toi qui es sur le terrain, au moins tu pourras nous répondre. Souvent, on reproche à cette jeune génération, ce qu'on lui reconnaît, d'être en alerte, d'être curieuse, d'être très créative. On leur reproche souvent de manquer de technique, de brûler un peu les étapes, c'est-à-dire d'aller tout trop vite. C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que finalement, toi, dans tes cuisines, tu appréhendes des gens qui ont la même curiosité pour apprendre des techniques et en même temps pour laisser parler leur sens créatif, ou effectivement, peut-être parfois dégonfler un peu le melon pour avoir certains? Je trouve qu'au niveau technique, moi, ça marche pas mal. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a parfois un petit peu trop de maquillage. On est trop dans le superficiel. Je leur demanderais peut-être de gommer la main un petit peu, d'effacer le geste. C'est c'est quand même beaucoup difficile de gommer que d'ajouter, et de faire parfois des plats peut-être avec 4-5 gestes, mais les trouver. Donc ça passe par le gommage, tu vois. Moins de gestes, mais on efface et il en reste 3, mais il faut les trouver et qui sont d'une précision, et c'est eux qui vont faire le plat. C'est un péché véniel, parce qu'effectivement, c'est un péché qu'on peut avoir quand on est un peu jeune. Ça se corrige. Bien sûr. Si on écoute. Ouais, tout à fait. Et puis je pense que l'avenir va donner raison à la nature, parce que je pense le grand plat de demain sera un miroir de la nature. Donc retrouvons un petit peu ce cadre merveilleux, qui sont ces 4 colonnes où l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, quoi. Et on travaille avec le panier. Et là, il n'y aura plus d'erreur dans les accords gustatifs, parce que la nature a tout écrit.
Hein, donc si je te donne le panier là de janvier, tu vas me dire non mais je sais pas faire la cuisine. Je dis c'est pas grave, vas-y. Les accords sont faits. Fais-toi plaisir, fais ta petite Compose avec jardinière. ce que la nature t'a donné. En revanche, si tu me glisses une courgette et une tomate là en janvier, ça va déraper. Fausse note. Parce que d'abord, ce n'est pas une tomate, je sais pas ce que c'est un truc qui pousse en 50 jours. Ouais. Hein, et puis, si tu as envie de te désaltérer en plein hiver, c'est ton problème. Moi, je me réchauffe. Avec de l'eau. On a une question justement d'une chef qui incarne à merveille cette nouvelle génération, très engagée d'ailleurs sur la cuisine végétale. Alors, je sais pas si tu la connais vraiment, mais je vais t'aider. En tout cas, le public la connaît. Bonjour, Monsieur Passard. Nous voudrions vous demander quelle serait votre vision de la cuisine végétale pour la génération future. C'est Manon Fleury, Oui. tu connais. Oui, bien sûr. Voilà, ouais. du Ouais. restaurant Datil, qui est finalement, d'ailleurs, quand on fait nos recherches, c'est ta petite fille, parce que c'est une élève de Pascal Barbeau. Hein, donc, Oui, voilà, ouais, t'as essemé. ouais. Et- C'est vraiment Et qui est la très filiation, c'est la même en filiation termes de. directe, Faut voilà. vraiment, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Chez Il faut Datil. vraiment ouais, pareil. y aller parce Ouais. que je pense qu'il y a une vraie filiation avec Ouais. sa personnalité propre. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous avez vu, nous aimerions Bon. te poser des questions. Et le nom. Elle a le sens du collectif. Ouais. Elle a Ah oui, ouais. cuisiné et Ouais. travaillé sa maison au-delà de la cuisine comme un vrai phalanstère, là encore. Tout est pensé sur la place de chacun, le juste rémunération. C'est une fille qui est vraiment une conscience de ce que doit être au-delà d'une cuisine, un restaurant, et ça se sent parce que quand elle pose une question, elle dit « Nous aimerions bien te demander, nous, l'équipe de Datil ». C'est la meilleure des confessions. Ouais. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie filiation entre les deux. Ouais. Et bel hommage, et avant de te laisser répondre, justement, le fameux nous, il représente son associé que tu connais, qui est Lorraine Barjou, qui est passée par tes cuisines. Moi, je te Ouais. laisse répondre. Donc, quelle est, toi, ta vision de l'avenir de la cuisine végétale pour les nouvelles générations? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Dans quelle direction il faut aller? Qu'est-ce que tu leur passes c'est comme relais? c'est ce La que saison. voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Surtout, s'il vous plaît, respectons les saisons. Ouais. Respectons ce qu'il y a dans un jardin à toute saison. Voilà, et on travaille avec ça. Il y a en gros par saison dans un jardin à la louche une vingtaine de saveurs. On travaille avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le fait de croiser les saisons dans la casserole, ça marche pas. Hein, et puis c'est bien d'avoir une vingtaine de saveurs. On joue avec. Pourquoi aller en chercher d'autres? Ça va devenir confus, Ouais. compliqué, pas bon. Voilà, en ce moment, en janvier, fabuleux. Poireaux est magnifique, les céleris, les panais, hein, les différentes betteraves, les différentes carottes, les différents navets. Il y a plein de jolies choses. Bon, il y a encore beaucoup de boulot, hein, parce que c'est vraiment pas la règle du tout dans l'immense majorité des cuisines, malheureusement. Mais chez ces chefs de cuisine végétale, aujourd'hui, les saisons, c'est vraiment acquis. Comment ils pourraient aller plus loin? Genre une Manon, qui est cette nouvelle génération, quelle orientation Gommer le geste, effacer la main. Ça, c'est important. C'est intéressant. Ouais, efface la main, faire un plat, peut-être avec 2-3 gestes. Faut les trouver. Ouais. C'est dur. Plus C'est simple. Ça, faut expliquer. C'est C'est qu'aujourd'hui, pour un plat, il y a 5, 6, 7, 8 gestes. Ouais. Parce Et- qu'on va mettre de la technique pour justement travailler le végétal. Et toi, tu dis, là, on arriverait à une Par perfection. exemple, pour que les gens Voilà. comprennent bien, quel geste tu as pu trouver, toi? Parce que trouver un geste, quand on lui dit ça, c'est très joli, mais on dit c'est quoi trouver un geste? Mais est-ce qu'il y a une vraie définition? Trouver tu sais pas. Tu vois, c'est parfois la façon de couper, la façon de cuire, la façon d'assaisonner. Ça peut être un retiré. Tu vois, c'est tout ça, c'est très subtil, quoi. C'est T'as un exemple, toi, je sais pas, de recette ou que t'as retravaillé récément où tu t'es dit, bah, finalement, j'ai enlevé gommer comme ça. Voilà, direct. j'ai enlevé 1 ou 2 gestes et finalement, c'est mieux. tu vois, tu prends des choses très simples. Tu cuis un navet en robe des champs avec sa peau à la vapeur. Hein, tu mets juste un trait d'huile d'olive ou un copeau de beurre salé. Donc on a évité déjà toute la Ouais. découpe du navet. Bien sûr. L'éloge de la simplicité. Gardons, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est- La forme des légumes est tellement belle. Arrêtons de systématiquement couper, trancher, émincer, écraser. Non, Ouais. laisse ton navet entier, il est beau. Ouais. Travaille-le entier, ça va te permettre de travailler l'école du feu, la cuisson. Hein, une belle boule de céleri. Là, j'ai fait des topinambours. Là, c'est beau le topinambour. Tu vois, il y a plein de nœuds dans sa chair. C'est splendide, quoi. Ouais. Et après cuisson, tu peux trancher si tu veux. Mais t'auras pris le plaisir. Toi, t'auras pas fait des petites chiquettes de topinambour dans la casserole. Tu l'auras cuit dans sa peau. Ensuite, tu l'auras fait meunière. Et après, tu l'auras coupé. Tu vas avoir un beau dessin.
Et ben voilà, tout c'est clair, on comprend Ça, mieux. ça a C'est une leçon de choses. Ouais. Et plus globalement, selon toi, comment doit évoluer la gastronomie dans les années à venir en cuisine? Déjà, est-ce qu'elle doit continuer de créer, d'innover? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Et dans quelle direction? Est-ce que c'est l'ingrédient? Est-ce que c'est la technique? Comment cette nouvelle génération peut nourrir cette créativité aussi? C'est très personnel, si tu veux. Il y a des chefs, on le voit aujourd'hui, si tu veux, qui auront besoin de rajouter dans leur cuisine du gingembre, du yuzu, des trucs qui viennent du bout du monde. Où tu gommes, où t'effaces, où t'as une main très présente. Ouais. C'est sa personnalité, son histoire, sa culture. C'est ça, bon. Mais pour aller plus loin, si on regarde votre parcours, moi je mélange les tu, les vous, je suis un peu paumé. En tout cas, on a parlé beaucoup de votre rapport à la cuisine et notamment aux légumes, mais vous êtes un chef aussi très singulier quand on voit l'évolution des chefs ces dernières années. Pour la plupart, ils ont fait beaucoup de conseils, ils se sont démultipliés, on les voit beaucoup dans les médias, beaucoup dans les festivals, toutes choses non égales par ailleurs avec Alain Passard qui, lui, depuis qu'il a récupéré cette adresse, n'a jamais quitté son adresse, ne s'est pas démultiplié, je crois, n'a jamais fait de conseils, fréquente très peu les festivals, n'a écrit que 2 ouvrages de cuisine, dont un pour enfants et un autre de collage. Est-ce que vous pensez que l'avenir de la cuisine, c'est pas aussi de se recentrer sur, j'allais pas dire le petit commerce, mais l'artisanat, la maison? On parle beaucoup de locavorisme, les mêmes qui te parlent de circuit court courent le monde entier pour signer des conseils à Saint-Barth ou ailleurs. Est-ce que le chef ne doit pas revenir un peu, et notamment le grand chef cuisinier, sans non plus se couper du monde, revenir un peu à l'essentiel, à sa maison? Moi, je me plais chez moi. Je me plais dans ma maison. Je me plais être chez moi. J'aime le matin venir, voilà, avec les équipes et tout ça. J'aime cet endroit pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais je peux comprendre que, parce que j'en parle avec certains de mes confrères, qui justement, je pense qu'ils apprennent beaucoup à voyager. Aller se nourrir ou d'autres cultures, d'autres cuisines. Ils apprennent beaucoup. Et surtout sortir de son restaurant, c'est important aussi. C'est ma critique qui va me dire l'inverse, mais c'est important de voir d'autres tables, voir d'autres restaurants et pas uniquement d'être centré sur sa cuisine. Bien sûr, sortir de son restaurant, avoir sa maison. Et après, comme vous dites, l'employé, ça veut pas dire que tu t'enfermes dans la maison. Non. Et j'ai l'impression qu'on pourrait dire, certes, il voyage beaucoup, mais tu peux courir le monde. Moi, je vois beaucoup de gens voyager. Donc, on dit la même chose quelque part. Peut-être voyager plus. Et peut-être obéir à des sollicitations si elles gardent du sens. Et en tout cas, quand tu t'enfermes dans ta maison, t'es pas à triple tour, rien ne t'interdit d'aller ouvrir un jardin. J'imagine que vous êtes un grand voyageur. Oui. Bon, c'est ça que je veux dire. Faut pas te donner l'illusion aussi du voyage. Et c'est vrai que ce que tu dis, Emmanuel, c'est que quand on regarde ton parcours, et c'est ça qui est très atypique, c'est qu'aujourd'hui, tu as été très focus, très fidèle à ta vision. Tu as un restaurant et tu t'es pas démultiplié ou perdu. C'est le seul. C'est un modèle qui est atypique. Aujourd'hui, on voit en effet les chefs multipliés, mais ça pose une question qui est la rentabilité aussi beaucoup. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans Business of. On voit souvent les chefs démultiplier les activités parce que le restaurant gastronomique seul est difficilement rentable et ils vont avoir la rentabilité plus sur une deuxième adresse, une seconde adresse, sur des partenariats, sur l'édition, sur d'autres activités. Très juste. Toi, a priori, t'as pas eu besoin de ça et ça t'a permis d'être très focus, désolé. J'ai choisi, à 14 ans, j'ai choisi d'être cuisinier, j'ai jamais changé d'avis. Et t'es resté. Une dérogation, c'est que t'es devenu maraîcher aujourd'hui, mais c'est très logique et c'est pour bien faire ton métier. Mais aujourd'hui, t'as 2 métiers, c'est un chef maraîcher d'ailleurs. Mais t'es pas parti sur autre chose, t'as pas fait d'édition, t'as pas fait de... Non. Tu fais pas... Mais alors comment, vous avez à peu près appris l'art de la gomme, comment on apprend à dire non? Parce que pour leur défense, à beaucoup de chefs, pour des raisons de rentabilité parfois, c'est aussi des sollicitations qui se refusent pas, ou en tout cas, tu crois qu'il ne faut pas refuser. Comment vous avez appris à dire non? J'imagine que des éditeurs, vous avez dû en avoir sur le bec pas mal. Non mais Emmanuel, tu sais, moi j'ai un restaurant et mes jardins. Je peux te dire que le soir, je dors bien. Donc, tu vois, hein. Pas rappel, une fatigue inutile. T'as jamais eu la tentation d'ouvrir un deuxième restaurant? Ou on t'a soit proposé ou la tentation? Non, mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de différent. Un restaurant, je sais ce que c'est, j'en ai un. Donc, mais non, c'est vrai. Mais tu pourrais en faire un différent ou qui te permettrait de proposer autre chose. Un restaurant émouvant. Ça reste un restaurant. Le même restaurant, mais la carte sera jamais la même. Et quand on est au Biléséon, c'est ça. C'est l'illusion. Moi, je pense, c'est l'illusion du mouvement. En fait, tu as 10 restaurants, mais c'est les mêmes. Si on revient sur l'engagement, donc on l'a vu sans être
militant, tu es un chef engagé. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de la restauration en termes de responsabilité, d'écologie? Dans quelle direction on doit aller pour aller encore plus loin sur ces sujets-là? Parce que pas tous les chefs peuvent acheter comme tu l'as fait, des jardins. Est-ce que tu as une vision par rapport à ça ou des... Bah oui, il faut. Le gaspillage, sur la réduction de l'énergie, ces sujets-là. Bien sûr, c'est le traitement des déchets, éviter tous ces emballages plastiques, ces films plastiques et tout ça. Ça, tu peux très bien conserver une assiette de légumes cuites entre deux assiettes, et ça t'évite de tous ces films qui sont au-dessus de tout. Toi, tu mets en place ces choses-là. Ouais. Bien sûr, ouais. Ah ouais. Et ça, en plus, c'est la nouvelle génération qui te sensibilise à ça. Ouais. Mais déjà, le fait de respecter les saisons, déjà, c'est déjà tu réduis considérablement ton impact. Ah, c'est énorme. C'est sûr. C'est énorme. Et puis, tu as un sourcing ultra local. Ouais. Et tu réduis le gaspillage. Donc ça, c'est très vertueux. La transmission, quand même. Parlons de transmission. Vas-y, Emmanuel. Passard, le passeur, dit-on, ça c'est quelque chose qui vous aura collé à la peau, mais pour le meilleur. C'est si on observe un peu le paysage gastronomique français, et même au-delà français d'ailleurs aujourd'hui, tous ceux qui sont passés par chez vous, c'est absolument énorme. On va pas en faire la liste. Je crois qu'on aurait un guide Michelin ou la moitié d'un guide Michelin. Qu'est-ce qui fait vous disiez que vous, Saint-Dérins, vous aviez allumé la petite étincelle de la créativité. Beaucoup de chefs, j'ai interviewé Barbeau, Adeline Grattard, m'ont dit c'est ça aussi Passard, c'est qu'on arrive techniquement, on est souvent pas si mauvais que ça, voire plutôt bon, mais lui va nous offrir quelque chose de plus, c'est ce ressort créatif. C'est vrai, pas vrai? Comment c'est équipe et comment vous dirigez notamment toutes vos jeunes qui débarquent? Quel professeur êtes-vous? Non, déjà, Emmanuel, le fait d'être hyper présent au sein de la maison, ça veut dire que je leur ai tenu la main service par service. Tu les formes, ouais. Donc il y a une formation ici. Et puis chef présent. Voilà, donc c'est du temps passé avec eux. Ils s'en souviennent et effectivement on a le temps parce qu'il y a rien sans le temps. On a le temps de peaufiner les choses, d'améliorer les choses dans le geste, dans la cuisson, dans l'assaisonnement. On se corrige, on échange, on dialogue. On a passé des heures, des jours au fourneau, des semaines, pour certains des années, quoi. Où j'étais là tous les jours à faire de la formation. Donc c'est sûr que bon. Mais la réponse elle est là. Ça passe par là. Non mais je me suis toujours, parce qu'on dit toujours Passard le passeur. Je me dis mais pourquoi lui serait plus passeur que les autres? Vous voyez, la question elle est simple. Elle est vite répondue, comme il est présent. Oui. Comment veux-tu que les grands chefs aujourd'hui fassent une transmission? La plupart ne sont pas dans leur cuisine. C'est pas un reproche, mais la transmission fout le camp. À moins que tu aies un sacré second. Mais c'est pas son rôle non plus. Non, puis c'est un véritable plaisir. Tu vois, l'enseignement, c'est trop beau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, tu trouves des jolis mots, des jolis gestes, des jolies phrases. Tu vois, pour emmener une équipe. Tu parles des jardins et tout. C'est formidable. Mais bon, comme tu le dis, il faut en avoir envie. Parce que c'est du temps. Et de l'énergie. Et de la diplomatie. Ouais. Et ça doit jouer certainement essentiellement, mais il y a aussi le message que tu portes. Enfin, c'est justement cet engagement sur le végétal qui a fait énormément de petits. C'est ça qui joue et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de petits passards. C'est vrai. Ouais, mais je crois que les jardins les ont énormément séduits. Ouais. Ils pensent tous à leur passage ici. Est-ce que tu acceptes qu'on dise que tu as été un visionnaire, un précurseur du végétal ou non, mais maintenant qu'on arrive à la fin du podcast, ou non, on est en train de comprendre que c'est un cheminement et c'est un sujet personnel. Tu sais, moi, j'ai toujours suivi, tu vois, depuis le début de cette histoire, c'est la nature qui donne le tempo, quoi. Ouais. C'est tout, c'est elle qui a écrit le plus beau livre de cuisine. Non, c'est la phrase de chute, ça. Moi, la nature a écrit le plus beau livre de cuisine. Je sais pas ce que tu vas écrire et ce que tu vas lire, mais tais-toi. Non, j'ai encore une question, j'ai encore une thématique qui m'est chère et je sais qui est chère à Emmanuel. Si je veux aussi qu'on parle encore des guides, des classements, parce qu'on a vu. Pour ça, je voulais pas que tu l'abordes. Je sais bien. T'as essayé de me court-circuiter, mais non. Mais c'est intéressant d'avoir ta vision aujourd'hui. T'as fait tes preuves, t'es très indépendant. Quel regard tu as sur le rôle des guides, des classements? Je suis un pur produit du Michelin. C'est eux qui ont lancé la maison. Ouais. Avec le Goemio, puis tous les articles qu'il y a eu, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette hégémonie du Michelin qui est parfois critiquée, notamment par mon voisin? Est-ce que c'est pas trop?
On a interviewé Gwendal. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que parce que qu'on voit ces chefs qui vivent dans la crainte de la perte d'une étoile, ou les autres qui sont dans le stress et cette angoisse de est-ce que je vais avoir une étoile, est-ce que c'est pas trop? Écoute, faut vivre tout ça calmement, Ouais. Faire son travail, et tôt ou tard t'es récompensé si tu fais quelque chose de bien. Et au-delà du Michelin, des guides et j'allais dire des médias traditionnels, tout ce qui est aujourd'hui réseaux sociaux. Alors là, je parle pas forcément en termes d'influence, mais vous, en tant que chef, c'est aussi un outil que vous avez à disposition. Finalement, vous n'avez pas la main sur la critique, quoique parfois, pas la main sur le guide Michelin, quoique parfois. En revanche, vous pouvez communiquer sur vos propres adresses via les nouveaux réseaux sociaux. Est-ce que vous les pratiquez et qu'est-ce qu'elles vous apportent? Et si vous les pratiquez, est-ce que vous les pratiquez à la manière Passard, c'est-à-dire à belle distance, avec un peu de gomme quand même? Ouais, bah moi, c'est vrai que je poste énormément d'astuces, des tours de main, des recettes, parce qu'il y a un message que je veux faire passer, c'est la saisonnalité. Donc voilà, on est en janvier, je vais pas ils vont pas avoir la couleur d'une tomate ou d'un concombre dans une de mes recettes. Mais pour revenir Tu utilises les réseaux, ouais, vas-y. Pardon. Ah bah oui. Et pour revenir au guide, on a besoin, tu sais, pour lancer une maison. On a besoin de tous ces classements, et de même ces guides. encore aujourd'hui, et même pour la nouvelle génération, parce que je parlais de messages tout à l'heure. Bien sûr. Oui, bien sûr. On a tendance à critiquer le Michelin, mon voisin aime ça, mais en même temps, aujourd'hui, il reste indispensable. Et moi, j'ai pas dit que je voulais le voir disparaître. Au contraire, c'est un amour-haine. C'est-à-dire que moi, je crois à la force des institutions. Je suis toujours, demain, me dit Michelin disparaît, je suis le premier à pétitionner. En revanche, quand on est un gros guide rouge et qu'on se dit révolutionnaire, faut savoir faire la révolution. Ouais. On peut dire que c'est une révolution lente chez Michelin, voire avec beaucoup d'erreurs. Et je pense que ces dernières années, il est moins bon qu'il n'a été. Et c'est pour ça aussi que son influence est moins forte qu'elle n'a été. Elle reste importante, mais elle est partagée. Ça, c'est tant mieux. Mais il faudrait peut-être qu'il se réveille un peu parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Là où il était beaucoup plus en alerte avec d'autres directeurs qui avaient justement l'audace d'un Derek de garder 3 étoiles et qui étaient des vrais guides accompagnateurs parce que c'est peut-être des gens qui savaient bouffer, qui connaissaient ce paysage, qui venaient de là aussi. Et toi, Alain, est-ce que tu pourrais te permettre aujourd'hui d'être critique vis-à-vis du Michelin? Est-ce que tu as pas des critiques, mais est-ce que lui, il a 3 étoiles. Est-ce que tu as des souhaits qu'ils évoluent dans une direction, dans une autre? Bah écoute, moi je trouve qu'ils ont fait cette étoile verte, qui est une très bonne chose. Toi, t'en as une d'ailleurs, l'étoile verte? Ah bah oui, on est d'accord. De la part des Michelin, oups, on a oublié. Voilà, mais non, le vérifier. Et moi, c'est vrai que ça, je l'attendais. C'était, c'est important aujourd'hui qu'il y ait des repères dans un restaurant, un chef qui se donne du mal avec justement son maraîchage ou autre. C'est important, non? Donc ça, c'est bien, on les félicite. Mais est-ce qu'il y a une critique? Est-ce que Emmanuel aussi? Mais comme le bib gourmand était quelque chose de formidable. Est-ce qu'il y aurait une critique vis-à-vis du Michelin? Moi, non, je veux pas de critique. Je suis un pur produit de la maison. C'est Monsieur Nejlen à l'époque qui m'avait découvert à l'époque d'Anguin et donc ils m'ont toujours suivi depuis. Ils t'ont accompagné. En effet, ça va faire bientôt 28 ans que tu as 3 étoiles. D'ailleurs, quel est le secret pour toi? On l'a garder 3 étoiles. C'est la créativité. C'est la créativité, se renouveler. Je pense que c'est la clé. Peut-être aussi savoir se mettre à distance, d'avoir beaucoup de respect sur Michelin comme tu as, mais c'est difficile. Mais on a toujours senti qu'il n'y a pas beaucoup de panique. C'est-à-dire qu'il y a un côté très zen. Cultiver son jardin. Je les ai, je suis heureux. Si je les ai pas, je verrai les questions qu'il faudra se poser à ce moment-là. Mais il n'y a pas de panique, il n'y a pas de fébrilité, j'ai l'impression, ça veut pas dire dans l'intérieur, dans la réalité de Passard ne se pose pas de questions, alors que certains jeunes chefs ou certains chefs, dès que vient le Michelin, ils tremblent de tous leurs œufs. Faut peut-être se départir un tout petit peu du guide. Ça veut pas dire l'oublier, s'en départir. Ouais, puis bon, il y a l'expérience. Maintenant, c'est clair. En synthèse, comment est-ce que tu définirais en quelques mots le restaurant gastronomique de demain? À 4 heures. Déjà ce qu'on disait, donc déjà vraiment un lieu où vraiment il y a une harmonie dans les saveurs par rapport au respect des saisons, ça c'est sûr. Et puis une belle créativité, des belles pièces entières comme on disait, qu'on aimait retrouver. Ça revient. Ça revient. Et une question plus personnelle, comment est-ce que tu imagines ton restaurant dans 10 ans? J'espère qu'on aura toujours cet enthousiasme, que la maison sera toujours vivante comme elle l'est aujourd'hui.
Mais il y a la nouvelle génération de passards qui est là. Oui, il y a Peut-être en parler, je crois qu'en cuisine, il y a des jeunes passards. Ouais, tout à Tu fait. prépares la suite? Est-ce que tu formes un J'ai mon successeur? J'ai mon Voilà. fils cadet, Louis, qui a 24 ans, qui travaille avec toi, qui ouais. travaille avec moi là depuis 3 ans, et donc c'est bien à deux. Le projet, c'est qu'ils reprennent les rênes. Ouais, bah oui, ouais. C'est génial. À deux. Surtout que je crois que c'est un choix de sa part. Il était parti sur des voies de... Ouais. C'est post-Covid qui s'est posé des questions. Ouais, Donc c'est vraiment là encore sa volonté propre. tout à Donc fait. il faut qu'il réapprenne, Ouais. pas tout, parce que quand tu as été élevé par un père cuisinier, ça aide un peu, mais Ouais. il doit refaire ses apprentissages. Enfin, Ah et ouais, commencer oui, plutôt. Tout à fait. Et puis aussi saluer toute la belle équipe de l'Arpège qui est là de longue date. Mon chef qui a 20 ans de maison, la directrice de salle aussi, Aurélie. On a vraiment une belle équipe qui est là de longue date. Et il y a rien sans ça, quoi. Ouais. Eh bien, messieurs, on arrive à la fin du podcast. On a quelques questions rituelles de clôture. La première, quel a été ton plus gros échec, ton plus gros apprentissage et tes plus grandes fiertés, réussites? Échec culinaire. Tout, ce que tu veux. Ça veut tout dire. Culinaire, business, ce que tu veux. Non, honnêtement, moi j'ai la baraka. Bon, on l'a senti. Ouais. Pas d'échec, des convenus, mais tu rebondis, t'apprends, comme on dit aussi. Mais en même temps, tu sais, comme j'entreprends quand même pas beaucoup de choses, donc tu vois, moi je suis fidèle à ma maison. Bon, j'ai eu ces petits retournements de situation, mais bon, ça s'est toujours bien passé. Tu l'as choisi, tu as été moteur, tu Ouais, l'as pas subi, ouais. ce grand virage. C'est que c'est rare. Souvent, quand on interviewe des personnalités, il y a souvent un gros échec, il y a souvent une période de traversée du désert. Là, on l'a pas vu. Non, honnêtement, non. Ça a été que du bonheur. Chaque décennie, de l'apprentissage à la période Archestrate, Anguin, Bruxelles, et puis ici, bien sûr. Mais tu sais, ce qui est important aussi, c'est de se sentir accueilli dans sa maison. Et moi, je me sens accueilli tout le temps. Par les équipes. Par les équipes, par les murs, partout. Partout. Ouais. Et ta plus grande réussite, donc c'est ça, c'est cette maison qui perdure et qui a oui. signé. Ouais, bien sûr. Je fais les questions et les réponses. Mais enfin, tu peux dire autre chose. Du ruban, quoi. Ouais, je fais du ruban. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe ou global, dans la restauration? Tout commence au quotidien. Tout commence au quotidien. C'est-à-dire Chaque jour est le premier jour. Voilà, il faut. Et qu'est-ce que tu dirais au jeune Alain Passard de 14 ans qui décide de démarrer sa carrière avec cet apprentissage? Si tu pouvais lui parler aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Que la lumière était belle ce jour-là et que si c'était à refaire, ça serait le même parcours. Tu refais tout, ouais. Ah ouais. Est-ce que tu as un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés au bout de ce podcast, un bon plan bouffe à partager, un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant, un légume? Une visite au jardin. Dans ton jardin? Oui. Ah oui, mais ça, on n'en a pas parlé parce qu'on a dû accélérer un moment. Et tes jardins, ils sont pas ouverts au public quand même. Ils sont... Non. Ouais, attention, parce que si tu dis ça, tu vas avoir des appels. Il y a quelques personnes qui nous écoutent et moi, perso, ça me fait un peu rêver. C'est pas grave, Je voulais d'ailleurs enregistrer, mais T'organises un concours. Ouais. Bon, alors là, je prends le défi. Ah ouais. Moi, je veux bien parce qu'on m'a parlé d'expérience dans tes jardins, parce que tu organises dans les jardins des dîners et des déjeuners exceptionnels. Oui, on reçoit là-bas. Mais oui, il n'y a pas de restaurant, c'est chez moi. Donc c'est vraiment Et comment on fait pour... les fidèles de l'Arpège. C'est les fidèles de Il l'Arpège. faut être membre. Ouais. Avoir un parrain, une marraine. C'est vrai, c'est génial. Non, mais c'est vrai, il y a un club, il y a quelque chose. Il vient de l'inventer. Ouais, vas-y. Non, après, il y a des initiatives. On salue le club Moi Chef aussi qui fait des choses chez toi, je sais. Ouais. Et une dernière question, dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, ou des chefs, on a fait beaucoup de chefs ces derniers temps, mais qui est-ce que tu nous recommanderais comme prochain invité pour échanger comme ça en profondeur pendant 2 heures? Écoute, je sais pas, ça peut un artiste dans l'art peut-être. Alors plutôt dans la bouffe, business of bouffe, mais ouais. Un cuisinier, tu veux? Non. Tout. Et pourquoi pas un jardinier? Sylvain Picard. Bah ouais, À la fin, là, je fais les questions et les réponses. Mais vas-y, si tu as d'autres recommandations. Sylvain, il sera ravi. Non, puis un chef aussi, où il y a Pascal Barbeau aussi, que j'ai jamais... on n'a jamais reçu encore dans Business of Il Bouffe. faut que tu le fasses. Pascal. Ah bah oui. Ouais, ça m'a donné envie en préparant cette interview. Et Est-ce que tu as un mot à ajouter? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, écoute, c'était un moment délicieux.
Hein, on a bien échangé, on a bien parlé, ça a réveillé plein de bons souvenirs. Ouais. Hein, et j'adore revivre un petit peu ces moments avec Michel Kérévert, Gaston Boyer, Gérard, et puis Alain Sandras. En tout cas, tu as eu le sourire du début jusqu'à la fin. Moi, et je pense Emmanuel aussi, on a passé un très bon moment. J'espère que nos éditeurs aussi. Je te remercie. Et bravo pour cette carrière et cette droiture dans ton projet. Emmanuel, Vous remarquerez qu'on en a très peu parlé, mais qu'on pourrait quand même l'analyser. C'est un sacré breton, hein. Ouais. C'est un côté menhir, mais un côté droit dans la tempête. On n'a pas assez dit qu'il était breton quand même. C'est vrai. On l'a Je dit le au rappelle. début. Mais à part ça, vive Morlaix. Peut-être que tout s'explique. Monsieur à côté a des origines bretonnes, c'est pour ça. Merci à tous les deux. Merci Emmanuel et merci Alain. À très bientôt. À bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.